on voit, hein, ça se met en place à Cleveland, aux États-Unis. On voit ici l'installation. Et apparemment, ça commence. Donc, priorité au direct. On se retrouve dans une heure et demie. I'm Chris Wallace of Fox News, and I welcome you to the News, first et of the je vous souhaite la 2020 bienvenue pour le premier débat de 2020 entre le président Donald Trump et l'ancien vice-président Joe Biden. Ce débat est sponsorisé par la Commission pour les débats présidentiels. La Commission a conçu le format, 6 sujets de quelques minutes avec des réponses de 2 minutes pour la première question par les 2 candidats, puis une discussion ouverte pour le reste du segment. Les 2 campagnes se sont accordées sur ces règles. Je décide des thématiques et des questions dans chaque thématique, et aucune des questions n'a été partagée avec la Commission ou avec les 2 candidats. Ce débat se conduit avec des protocoles de santé qui ont été mis en place par la Cleveland Clinic, qui est le conseiller de santé pour les 4 débats. Par précaution, les 2 campagnes se sont accordées sur le fait que les candidats ne vont pas se serrer la main au début du débat. Le public ici a promis de rester silencieux, il n'y aura pas de boue, il n'y aura pas d'interruption, et pour que vous puissiez vous concentrer sur ce que les candidats ont à dire. Il n'y aura pas de bruit, sauf maintenant pour accueillir le nominé républicain, le président Trump, et le nominé démocrate, le vice-président Biden. How you doing, man? How are you? I'm well. Gentlemen, a lot of people have been waiting Il y a beaucoup for de this personnes night, qui so ont let's beaucoup get going. attendu cette nuit, alors commençons notre premier sujet, c'est la Cour suprême. Monsieur Trump, vous avez nommé Amy Coney Barrett ce week-end pour succéder à Ruth Bader Ginsburg à la Cour suprême. Vous dites que la Constitution est claire sur votre obligation et sur celle du Sénat de considérer un nommé. Monsieur le vice-président, vous dites que c'est un effort par le président et les républicains de faire entrer un nouveau candidat et vous appelez ça un abus de pouvoir. Ma première question pour vous deux, pourquoi est-ce que vous avez raison et pourquoi est-ce que votre opposant a tort? Et où pensez-vous que la juge Barrett va mener la Cour? Président Trump, pour ce premier segment, vous avez la parole en premier. Merci beaucoup, Chris. Je vais vous répondre très simplement. Nous avons remporté l'élection. Les élections ont des conséquences. Nous avons la majorité au Sénat, nous avons la Maison-Blanche, et nous avons une formidable candidate respectée de tous, la meilleure des meilleures, un parcours incroyable. Elle est excellente sur tous les points. D'ailleurs, certains de ses plus grands partisans sont des personnes très libérales de différents États. Et je pense qu'elle sera formidable. Nous avons le temps. Même si nous faisions la nomination après les élections, nous aurions le temps. J'ai un peu de temps après les élections, comme vous le savez. Et je pense qu'elle sera formidable, excellente. Elle sera aussi bonne que tous les autres juges qui ont servi à la Cour suprême. Nous avons un grand professeur de Notre-Dame qui a dit que c'était sa meilleure élève. Il est professeur depuis très longtemps dans une prestigieuse école. Et nous avons remporté l'élection et donc nous avons le droit de la choisir. Et il y a très peu de personnes qui pourraient prétendre le contraire. Les démocrates feraient exactement la même chose. La différence, c'est qu'ils essaieraient de le faire plus rapidement. Ils n'abandonneraient jamais. Ils n'ont pas remporté l'élection la dernière fois, donc ils n'ont pas pu nommer la juge Garland. Mais c'est exactement ce qu'ils auraient fait s'ils avaient été à notre place. Donc nous avons le droit et l'occasion de le faire. Monsieur Trump, merci. Monsieur Biden, vous avez la même question. Monsieur le vice-président, vous avez 2 minutes. Tout d'abord, merci d'avoir organisé ce débat. Bonjour, Monsieur le Président. Le peuple américain a le droit d'avoir une voix au chapitre pour la nomination du juge de la Cour suprême. C'est l'élection pour le Sénat est également importante et l'élection présidentielle est également importante. Et là, ils n'ont pas de voix au chapitre puisque nous sommes déjà au plein cœur d'une élection. L'élection a déjà commencé, des dizaines de milliers de personnes ont déjà voté.
dans cette nouvelle élection. Et donc nous devrions attendre de voir le résultat de cette élection présidentielle d'abord, puisque c'est la seule façon de permettre au peuple américain d'exprimer leur point de vue, de voir qui ils ont élu en tant que président et vice-président lors de cette nouvelle élection. Les enjeux sont très clairs, et le président vient de le dire. Il veut supprimer la loi sur les soins abordables, et il va tenter de le faire maintenant par la Cour suprême, ce qui empêcherait 20 millions de personnes d'avoir accès à une assurance de santé immédiatement si cette nomination passe à la Cour. Et je ne suis pas opposé à cette juge, elle a l'air d'être une personne très respectable, mais elle pense que cette loi pour les soins abordables est non constitutionnelle. Elle l'a dit par le passé. Et les droits pour les femmes pourraient également être fondamentalement changés. Les femmes maintenant ont droit à avoir accès à des soins malgré leur grossesse, par exemple, grâce à l'Obamacare. Et il y a des centaines de milliers de personnes qui ont des conditions préexistantes, qui n'auront plus accès à l'assurance santé non plus. Les assurances vont adorer cela. Donc je pense que c'est tout simplement pas approprié de faire cela avant l'élection. Si vous gagnez l'élection et que le président est républicain, alors il pourra avancer. Sinon, on attend. Il y a 100 millions de personnes qui ont des conditions préexistantes. Le peuple américain a déjà choisi. La juge Ginsburg a dit de manière très forte à un moment, il y a 10 ans environ, elle a dit « Un président et le Sénat sont élus pour une période de temps, mais le président est élu pour 4 ans. Je ne suis pas élu pour 3 ans et demi, je suis élu pour 4 ans. Et donc nous avons la majorité au Sénat. Pendant cette période, donc de 4 ans, nous avons une occasion. Je ne suis pas élu pour 3 ans et demi, je suis élu pour 4 ans. L'élection a déjà commencé. Joe, 100 millions de personnes, ce n'est pas le bon chiffre. Vous vous trompez. Vous avez un gros problème. C'est que vous allez supprimer 180 millions de personnes du système de santé. Vous allez les priver de leur système de santé. Vous allez imposer un système socialiste. Excusez-moi, c'est la discussion ouverte. Je suis d'accord. Allez-y, monsieur le vice-président. Tout d'abord, il sait ce que j'ai proposé, la chose suivante, d'étendre l'Obamacare et de l'améliorer, l'augmenter. Nous avons eu, dans des débats avec 23 des autres candidats démocrates, et dans ces débats, nous avons dit que ma proposition, tout le monde pourra continuer à avoir accès à l'assurance privée. Votre parti veut imposer le socialisme et un système de santé socialiste. Il vous domine, vous le savez. Je suis le Parti démocrate en ce moment, et le programme du Parti démocrate, c'est ce que j'approuve, ce que j'ai approuvé. Et voilà ce qu'il se passe. Il y a eu 200 000 personnes mortes récemment sous la présidence Trump, et il y a des millions de personnes qui ont attrapé le Covid. Qu'est-ce que cela signifie pour ces personnes si l'Obamacare est supprimé? 308 000 soldats sont morts parce que vous n'avez pas pu apporter les bons soins de santé à l'armée. Et cela, pas de problème. Et vous, on vous parlait de 200 000, mais ce serait 2 millions. Vous avez d'ailleurs dit 200 millions. La Chine a été très impactée. Vous ne vouliez pas que j'interdise les voyages depuis la Chine? Monsieur le Président, s'il vous plaît. Monsieur le Président. On parle de 2 millions de personnes. Monsieur le Président, en tant que modérateur, on va parler du Covid dans le prochain segment. Allez-y, Monsieur Biden. Permettez-moi de finir. Le président est également opposé à la décision Roe versus Wade. C'est également ça qui est en jeu en ce moment. Vous ne savez pas si c'est dans le programme? C'est pas sur le programme. Je crois pas, non? C'est dans la balance. Il n'y a rien qui se passe dans le domaine du droit à l'avortement. S'il vous plaît. Vous ne savez pas ce que la juge Barrett pense de l'arrêt Roe contre Wade? On a encore beaucoup de choses dont il faut parler. On a beaucoup de temps.
sur la santé. Et puis on reviendra à Roe v. Wade. Monsieur le Président, la Cour suprême va entendre une affaire une semaine après l'élection dans laquelle le gouvernement Trump et 18 procureurs généraux d'État veulent renverser l'Obamacare, y mettre fin. Vous avez passé les... S'il vous plaît, Parce qu'ils veulent donner un bon soin de je voudrais santé. poser une question, monsieur. Au cours des 4 dernières années, vous avez promis de remplacer l'Obamacare et de supprimer cette loi, mais vous ne l'avez pas fait. Vous n'avez pas présenté un plan complet pour Si, je l'ai fait. remplacer l'Obamacare. Si. Alors, je vais vous donner la parole quand j'aurai Excusez-moi, fini. j'ai supprimé le mandat individuel, Ce n'est pas... mais c'était une grande chose. C'était la S'il vous plaît, je n'ai plus pas- mauvaise partie de S'il vous plaît, l'Obamacare. ne répondez C'était le pire. Je voudrais poser une question. Mais je vais demander à S'il vous Joe. plaît, s'il vous plaît. Le mandat individuel, c'était l'aspect S'il le vous plaît, plus ce n'est pas ma question. critiqué Je voudrais d'Obamacare. poser- S'il vous plaît, Monsieur le Président, je suis le modérateur de ce débat et je voudrais que vous me laissiez poser une question et ensuite vous pourrez Allez-y. répondre. Au cours de ces 4 dernières années, vous n'avez pas présenté un plan complet pour remplacer Obamacare. Et jeudi dernier, vous avez signé un arrêt présidentiel qui est symbolique, qui permet de protéger les personnes qui ont des conditions préexistantes 5 jours avant ce débat. Donc ma question est, quel est le plan de santé de Trump? Alors, je fais un débat avec vous, j'ai l'impression, pas contre Joe, mais ça ne m'étonne pas. Alors, il n'y a rien de symbolique. Aucun président n'a eu le courage de baisser les prix des médicaments. Les grands laboratoires vont faire baisser leur prix de 80-90%. Joe aurait pu le faire pendant toutes ces années au gouvernement, mais il ne l'a pas fait. Personne n'a baissé le prix des médicaments. Alors, on réduit les prix des médicaments. Je vous donne un exemple. L'insuline. Ça détruisait les familles, ça détruisait les personnes à cause du coût. Aujourd'hui, l'insuline coûte vraiment pas cher. On a l'impression d'acheter de l'eau. Ça coûte vraiment presque rien. Pensez à tous les médicaments. Les médicaments sur ordonnance ont des prix qui ont baissé. Nous allons permettre à nos entreprises d'aller, ou à nos Américains, d'aller acheter les médicaments ailleurs car ils sont moins chers. C'est important. Très bien. Vous avez le droit. Je vais revenir sur un de vos points pour poser une question au vice-président. Il a dit que vous voulez avoir une option publique pour l'Obamacare. Oui. Et l'argument qu'il fait et que d'autres républicains font, c'est que ça va mettre fin à Non. l'assurance maladie privée. S'il vous plaît, je n'ai pas encore posé de question. Ça va mettre fin aux assurances privées et créer une prise de Non. partie du gouvernement. C'est seulement pour les personnes qui sont si pauvres qu'elles peuvent avoir accès au Medicaid gratuitement dans la plupart des États, sauf dans des États où les gouvernements veulent empêcher l'accès au Medicaid pour les personnes les plus pauvres. Toutes les personnes qui ont le droit d'avoir accès au Medicaid seraient automatiquement enregistrées dans l'option publique. La vaste majorité du peuple américain ne serait pas inclus dans cette option. Tout Monsieur, d'abord, vous êtes d'accord avec Bernie Sanders, qui est radical de gauche sur ce manifeste pour socialiser la médecine. Vous étiez d'accord avec lui? en réalité, la vérité c'est que j'ai battu Bernie Sanders. Je l'ai battu, je Pas suis de ici beaucoup. devant vous. Pocahontas serait parti un petit peu plus tard et il aurait tout perdu. Pendant le Super Tuesday, vous avez eu beaucoup de chance. Très bien, j'ai eu beaucoup de chance, et bien je vais encore avoir beaucoup de chance ce soir. Voilà la réalité. Tout ce qu'il dit jusqu'à présent est un mensonge. Je ne suis pas ici pour l'appeler un menteur, tout le monde sait qu'il est un Mais menteur. vous étiez d'accord. Vous Je étiez veux faire en d'accord sorte- sur ce programme. Mon Dieu, Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez le laisser finir? il ne sait pas comment me laisser finir. Ça vous surprendrait. Vous avez... Vous étiez d'accord avec Bernie Sanders sur ce programme. S'il vous plaît, laissez-le. Il n'y a pas de manifeste, tout d'abord. Il vient de perdre la gauche. Vous venez juste de perdre l'électorat de gauche. Vous étiez d'accord avec Bernie Sanders sur un plan. Vous étiez absolument d'accord pour Est-ce que socialiser vous vous rendez compte de le ce que système ce de clown santé. est en train de faire? Monsieur le Président, Il n'est pas en faveur d'une aide quelconque pour toutes les personnes qui ont besoin de soins de santé. En réalité, il a déjà empêché 10 millions de personnes d'avoir accès à une assurance santé
qu'elles avaient grâce à leurs employeurs suite à cette récession. 20 millions de personnes ont accès aux soins de santé grâce à l'Obamacare aujourd'hui et il veut supprimer cette assurance santé. Voilà ce qu'il veut faire, il veut la supprimer. Non, je veux leur donner simplement. des meilleurs soins de santé à un meilleur prix. Il ne sait pas comment J'ai déjà faire. réparé Il n'a jamais proposé de plan. Obamacare. Il n'a jamais fait quoi que ce soit en ce sens. Messieurs, si vous parlez en même temps, le président peut parler, s'il vous plaît. Obamacare, ça ne marche pas. On l'a amélioré. Et je l'ai dit très rapidement, on a supprimé le mandat individuel, on a garanti les droits pour les maladies préexistantes. C'est comme ça. Ils ne devraient même pas l'appeler Obamacare. Je me suis demandé, est-ce que je laisse mes équipes bien gérer ça ou pas? Si c'est mal géré, bon, on critiquera ceux qui l'ont créé. Moi j'ai dit non, il faut bien régler Obamacare. Et je viens d'avoir une réunion avec eux. On a dit, peu importe que vous régliez Obamacare ou pas, que vous le gériez bien ou pas, ça coûte trop cher, ça ne marchera pas. Non. Donc on veut s'en débarrasser, on veut s'en débarrasser. Mais il faut que je vous donne des temps égaux. Donc s'il vous plaît, maintenant le vice-président va prendre la parole. Il n'a pas de plan pour la santé. Ce sont que les vœux pieux. Ces décrets n'ont aucun pouvoir. Il n'a pas diminué les coûts pour quiconque. Il fait des promesses depuis qu'il est élu, mais il n'a rien fait en ce sens. C'est comme pour tous les autres sujets d'ailleurs. Il n'a pas de plan. Et en réalité, cet homme ne sait pas ce dont il parle. J'ai une dernière question pour vous, Monsieur le Vice-président. Allez-y. Si les républicains au Sénat, on parlait de la Cour suprême au début, si les républicains au Sénat décident de confirmer la candidature de la juge Barrett, il y a eu une question sur la fin du filibuster, ou plutôt même d'ajouter plus de juges à la Cour suprême. Vous avez appelé ça une destruction de la part du président, mais ce n'est pas le président qui a fait cela, c'est un certain nombre de collègues démocrates qui ont parlé de ça. Est-ce que c'est une distraction ou est-ce que, voilà ma question, vous avez refusé d'en parler, est-ce que vous voulez dire aux Américains ce soir si vous allez soutenir la fin du filibuster ou d'ajouter des juges? Peu importe ma position, ça sera le problème. Alors que le problème actuel, c'est que les Américains devraient avoir le droit à la parole. C'est à vous de voter, c'est à vous de laisser entendre votre voix. Allez voter tout de suite. Faites-vous entendre. Pourquoi vous ne voulez pas répondre à la question? Vous entendre auprès des sénateurs. Qui est sur votre liste, Joe? Messieurs, c'est vraiment pas un comportement présidentiel. Nous sommes à la fin de ce segment, nous allons passer au deuxième segment. C'était vraiment très productif, hein. Continuez. La population vous a compris, vous n'avez rien fait en 27 ans, ils vous connaissent. Le deuxième sujet, c'est la Covid-19, c'est un sujet extrêmement essentiel, il faudrait être sérieux s'il vous plaît. Il y a plus de 47 millions de cas aux États-Unis et plus de 200 000 personnes sont mortes. Même après la production d'un vaccin, les experts disent que ça pourrait prendre des mois ou même des années pour que l'on revienne à une situation qui s'approche de la normale. Ma question pour vous deux est la suivante. D'après ce que vous avez dit et ce que vous avez fait jusqu'à présent, et ce que vous avez dit que vous feriez en 2021, pourquoi les Américains devraient vous faire confiance à vous plus qu'à votre opposant pour apporter une solution à cette crise sanitaire? Monsieur Biden, vous avez la parole en premier, vous avez 2 minutes. 200 000 morts, 7 millions de cas aux États-Unis, comme vous l'avez dit. 4% de la population mondiale, mais 20% des morts. 40 000 personnes par jour sont infectées. Entre 750 et 1000 personnes par jour meurent. Lorsqu'il a présenté les noms, il a dit « Les chiffres sont ce qu'ils sont ». Eh bien, les chiffres sont ce qu'ils sont en raison de la personne que vous êtes. Voilà la réalité. Le président n'a pas de plan, il n'a rien proposé.
Il sait depuis février à quel point cette crise est grave. Il savait à l'époque déjà que cette maladie était très mortelle. Qu'a-t-il fait? Et c'est sur caméra, ça a été filmé. Il a dit qu'il ne voulait pas nous donner d'alerte puisqu'il ne voulait pas paniquer la population américaine. Mais c'est lui qui a paniqué. Nous disions que nous devions avoir des personnes qui puissent aller sur place à Wuhan pour déterminer la dangerosité de ce virus. Eh bien, il n'a demandé à personne de le faire. Il a dit qu'on lui devait une dette de gratitude puisqu'il avait été très transparent avec nous. Il n'a fait qu'attendre. Il n'a toujours pas de plan. Déjà dès mars, Non, mais c'est faux. j'ai décrit ce que nous devions faire. Et je l'ai fait à nouveau en juillet. Nous devrions fournir tous les équipements de protection disponibles. Nous devrions utiliser l'argent disponible pour donner l'aide nécessaire à tout le monde pour pouvoir continuer à garder leurs entreprises ouvertes, continuer à avoir des écoles ouvertes. Il devrait sortir de son bunker, sortir de son parcours de golf et aller dans le bureau ovale pour trouver des solutions pour sauver des vies dès maintenant. Attendez, vous avez 2 minutes. Si on vous avait écouté, le pays serait resté ouvert à tous. Des millions de personnes seraient mortes, pas 200 000. Et une personne, un mort, c'est trop. C'est la faute de la Chine, ça n'aurait jamais dû se produire. On a arrêté les vols avec la Chine, mais ils auraient dû l'arrêter. Et vous ne savez pas combien de personnes sont mortes en Chine, en Russie, en Inde. Ils ne vous donnent pas réellement les vrais bilans. Mais regardez ce que l'on a fait. J'ai fermé les frontières et vous m'avez traité de xénophobe, de raciste. Ça n'a rien à voir avec le Covid. Vous pensiez qu'il ne fallait pas fermer le pays car vous pensiez que c'était une chose terrible à faire. Vous auriez attendu 2 mois de plus. Grâce à moi, Dr Fauci a d'ailleurs dit « Le président Trump a sauvé des milliers de vies ». Nombre de gouverneurs démocrates ont dit « Le président Trump a fait un formidable travail, nous avons travaillé avec le gouvernement ». Et oui, allez voir. Les gouvernements ont dit que j'avais fait du très bon travail. La plupart ont dit ça. Ceux qui ne sont pas forcément de mon côté ont dit que j'avais fait du très bon travail. Ils ont dit « Le président Trump a fait un formidable travail ». Et nous l'avons fait. Nous avons tenu les blouses, les masques, les ventilateurs. Vous n'auriez rien fait du tout. Et on est à quelques semaines d'obtenir un vaccin. On crée déjà des médicaments. Il n'y a plus de personnes qui meurent lorsqu'elles contractent le virus. Bien moins de personnes meurent. On a fait du très bon travail. La seule chose que je n'ai pas bien fait, et c'est à cause des fake news, peu importe ce que vous faites, vous avez une mauvaise presse. Ils vous donnent une bonne presse et mauvaise presse à moi, parce que c'est comme ça que va la vie. Mais peu m'importe, je suis habitué. Mais Joe, vous n'auriez jamais pu faire le travail que nous avons fait. Vous n'avez pas ça dans les tripes. Vous n'auriez jamais pu faire ça. Je sais comment faire le boulot. Je sais. Vous n'avez pas très bien... le H1N1, vous avez fait... C'était catastrophique. 14 000 personnes sont mortes à l'époque, pas 200 000. Il n'y avait pas de récession. C'était bien moins mortel comme maladie. Laissez-le répondre. Nous n'avons pas mis à mal l'économie. C'est son économie qui l'a mise à mal. L'économie est mise à mal. Et chez vous, ce matin, combien de personnes avaient une chaise vide en face d'elles en raison d'une personne qui est morte du Covid? Combien de personnes ont perdu leur mère, leur père et n'ont même pas pu parler à leurs proches? Vous auriez perdu encore demander plus à une de infirmière de vie. tenir un Bien plus de téléphone personnes seraient mortes. pour pouvoir leur dire au revoir. Le directeur du CDC a dit que nous pourrions encore perdre 200 000 personnes entre aujourd'hui et la fin de l'année. Et il a rajouté que si on se contentait de porter un masque, on pourrait diviser ce chiffre par 2. Juste un simple masque. Maintenant, sur la notion du vaccin, je suis en faveur d'un vaccin, mais je ne lui fais pas confiance et je sais que vous ne lui faites pas confiance non plus. Nous avons confiance dans les scientifiques. Vous ne faites pas confiance à Pfizer, à Johnson & Johnson? Je vais avancer maintenant. Des questions pour l'avenir. Vous avez parlé de 2 questions que je voulais poser. Premièrement, pour se concentrer sur l'avenir. Monsieur le Président, vous avez dit à de nombreuses reprises, vous avez contredit un certain nombre des scientifiques et des experts du gouvernement, par exemple le
le responsable du Centre pour la lutte contre les maladies a dit qu'il cela prendrait un nombre de mois avant que le vaccin soit disponible pour le public. Vous avez dit qu'il avait tort, et c'était les mots que vous avez utilisés. Il avait tort. Mais le docteur Slowey, le responsable de votre opération Warp Speed, a dit la même chose. Est-ce qu'ils ont tous les deux tort? J'ai parlé aux entreprises et le vaccin sera disponible bien plus tôt. C'est politique. Biden veut que ce soit politique. C'est un sujet très politique. J'ai parlé à Pfizer, j'ai parlé à toutes les personnes à qui il faut parler, à Moderna, Johnson & Johnson et d'autres laboratoires. Ils peuvent aller encore plus vite. Ils peuvent obtenir un vaccin plus tôt. Ça va être très politique parce que la gauche... Donc vous dites que le chef, le docteur... Je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord avec lui. Et il n'a pas dit ça. Il a dit que ça pourrait arriver à ce moment-là, ou plutôt, il était dans mon bureau il y a 2 jours. Parler de ça cet été, il a dit que ça prendrait du temps. Oui, c'est une possibilité. Il est possible que nous aurons la réponse avant le 1er novembre. Ça pourrait être avant. On va le livrer immédiatement. Nous avons l'armée qui est prête. D'un point de vue logistique, tout est prêt. Notre armée peut livrer 200 000 vaccins par jour. Ils vont le faire pour les armées. C'est le même homme qui vous avait dit qu'à Pâques, ce serait disparu, qu'avec les températures plus chaudes, il y aurait un miracle et que tout disparaîtrait par magie. C'est le même homme devant vous. C'était sarcastique, c'était pour plaisanter. Cet homme vous parle d'un vaccin. Chaque entreprise sérieuse dit qu'il y aura peut-être un vaccin d'ici la fin de l'année. Mais la distribution de ce vaccin, elle, n'aura pas lieu avant mi-2021, au moins. Et si nous avons un vaccin, et prie pour qu'on ait ce vaccin. Vous avez dit que les citoyens américains font confiance aux experts, mais pas au président Trump. Vous l'avez encore dit aujourd'hui. Votre colistière, la sénatrice Harris, dit que les citoyens américains seront oppressés. Beaucoup de personnes s'intéressent au vaccin et ne veulent pas le prendre. Alors, est-ce que votre colistière et vous allez contribuer à cette peur sur le vaccin? Non. Pas du tout. Vous venez de lui demander la même question. Il met des pressions. Il n'est pas d'accord avec ses propres scientifiques. On ne peut pas faire confiance. On peut faire confiance aux scientifiques. Kamala Harris n'a pas dit ça. Les experts de sanitaires seront oppressés. Oui, c'est ce qu'il va essayer de faire. Mais il y a des milliers de scientifiques, comme ici dans ce superbe hôpital, qui ne travaillent pas pour lui, dont l'emploi ne dépend pas de lui. J'ai parlé aux scientifiques en charge. Le vaccin sera disponible très prochainement. Est-ce que vous pensez un seul instant ce qu'il vous raconte, à la lumière de tous les autres mensonges qu'il vous a racontés sur le Covid? Il n'a pas encore reconnu qu'il savait que cette pandémie arrivait, qu'elle allait être dangereuse dès février, et qu'il ne vous l'a même pas dit. Ça a été enregistré. Il a paniqué ou il a tout simplement regardé la courbe de la bourse, l'un ou l'autre. Et de nombreuses personnes ont perdu la vie et encore de nombreuses personnes vont décéder, sauf... Vous avez dit intelligent? Alors, vous êtes allé à l'État de Delaware, à l'université de l'État du Delaware, une des universités les pires, et vous étiez un des moins bons élèves. Alors ne me parlez pas d'intelligence, parce que vous savez, il n'y a pas une once d'intelligence en vous. En 47 ans, vous n'avez rien fait. Je vais vous dire une chose, Joe. Quel beau débat. Si vous aviez été en charge de ce que j'ai dû faire, j'ai dû fermer la plus grande économie de l'histoire. Et aujourd'hui, on est en train de la reconstruire. Nous allons passer à l'économie après. L'économie reprend. Très bien, très bien. Alors, en ce qui concerne la situation et la solution pour le virus, vous avez pris des approches très différentes. Et cela aura un impact sur la façon de réagir face au virus pour la personne qui deviendra le président, l'un de vous deux. Et je voudrais parler, par exemple, de la réouverture de l'économie. Monsieur le vice-président, vous avez été beaucoup plus réticent que le président Trump dans la réouverture de l'économie et des écoles. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de plan. Si j'étais président, j'aurais un plan. Vous devez fournir aux entreprises la capacité d'avoir l'argent nécessaire pour rouvrir avec les bons équipements de protection, avec le gel hydroalcoolique.
Est-ce qu'il pourrait juste se taire quelques instants? Non, demandez à Nancy Pelosi et à Schumer. Nancy Pelosi et Schumer ont un plan. Il ne veut même pas les rencontrer. Les républicains ne veulent pas les rencontrer au Sénat. Il passe son temps sur son parcours de golf. Vous jouez sûrement plus que moi. Alors, cette question de la réouverture. Lui, il veut tout fermer. Il veut confiner tout le pays. Et moi, je veux que le pays reste ouvert. Un instant, Joe, je vais vous secouer un petit peu. Lui, il veut fermer le pays. Nous, on a dû le fermer parce qu'on ne connaissait pas la maladie. Aujourd'hui, on sait que les personnes plus âgées, avec des problèmes cardiaques, avec du diabète, avec différents problèmes, sont plus vulnérables. On a appris énormément. Les jeunes sont moins vulnérables. Les plus jeunes ne sont pas vulnérables. On a appris beaucoup. Mais lui, il veut fermer le pays. Il y a plus de personnes qui vont souffrir. Regardez la Pennsylvanie, regardez différents États qui ont été fermés, qui ont des gouverneurs démocrates, etc. Pourquoi ils ont fermé le pays? Eh bien, ils veulent que le pays soit fermé jusqu'à après les élections. Très bien. Après le 3 novembre. Parce que c'est politique. Je voudrais passer, messieurs, s'il vous plaît, je voudrais passer... Ne s'en sort bien avec un compliment. Il faudrait répondre. Vous avez commencé à remettre en question l'efficacité des masques pour empêcher la transmission du virus et vous avez cité le fait que les serveurs touchent leurs masques et les assiettes. Non, les masques, ça va. Regardez, j'ai d'ailleurs un masque dans ma poche. J'ai mis un masque, je mets un masque quand je pense en avoir besoin. Ce soir, c'est un exemple où tout le monde a été testé. Il y a la distanciation sociale qui est respectée, etc. Mais moi, je porte un masque quand c'est nécessaire. Très bien. Une autre question. Je ne porte pas un masque comme lui. À chaque fois qu'on le voit, il a un masque sur le visage. Il pourrait être en train de parler à 200 mètres de moi et il aurait quand même un masque. Monsieur le vice-président Biden, vous avez la parole. Réouvrir les entreprises, c'est leur donner les moyens de réouvrir. Nous avons fourni de l'argent. On parlait des masques. Sur les masques font une grande différence, bien sûr. Le chef du CDC a dit que si nous avions la distanciation sociale et les masques entre ici et le 1er janvier, nous aurions probablement sauvé des centaines ou jusqu'à 100 000 vies. Ici a dit l'inverse. Et personne de sérieux n'a dit l'inverse. Pelosi et Schumer ont dit l'inverse. Dr Fauci a dit l'inverse d'ailleurs. Il n'a pas dit l'inverse. Il a dit avec force, il a dit que les masques ne sont pas bons et ensuite il a changé d'avis, il a dit bon les masques sont bons. Moi j'ai pas de problème avec les masques, ça ne me fait pas peur. Une dernière question, un dernier sujet. Est-ce que vous avez des approches différentes qui ont eu un impact sur la manière de mener votre campagne? Monsieur Trump, vous avez des grands meetings avec des foules, des milliers de personnes? À l'extérieur? Oui, c'est ça. Monsieur le vice-président, vous avez des événements qui sont de beaucoup... Parce que personne ne veut venir. Très bien. Non mais c'est vrai, personne ne vient à ces rallyes. Alors, vous avez de grandes meetings et vous non. Vous avez la parole, monsieur le président. Parce que les gens veulent entendre ce que j'ai à leur dire. J'ai fait du très bon travail en tant que président. J'ai 25, 30 000 personnes qui viennent aux aéroports. On utilise les aéroports. Vous n'avez pas peur de la maladie? Pour l'instant, on n'a pas eu de problème du tout. C'est à l'extérieur et c'est une grosse différence selon les experts. Quand c'est à l'extérieur, on a de très grandes foules, comme vous les avez vues. Je suis couvert 24 heures sur 24 et Biden il a du mal à rassembler quelques personnes. Lors d'un dernier meeting, un reporter est venu le voir, un journaliste lui a posé une question, il a dit non, mettez un masque. Mettez un masque, est-ce que vous avez été testé? Il n'est pas préoccupé par vous ou par les journalistes, il est préoccupé par lui-même. Voilà. Nous n'avons pas eu peur d'impact qu'un journaliste ne négatif. portait pas de masque à quelques mètres de lui. Il y avait 35 000 personnes environ à ces rallyes. Je voudrais passer à un autre segment. Oui, il a été totalement irresponsable dans sa gestion de cette crise. La distanciation sociale, le port du masque, il les a encouragés à ne pas porter le masque. Et c'est une erreur. Vous auriez fait la même chose, mais vous ne pouvez pas faire la même chose parce que personne ne s'intéresse à ce que vous dites. Sur la question de l'économie. L'économie reprend beaucoup plus rapidement que ce à quoi on s'attendait. Du confinement, 8% de baisse du chômage. La Réserve fédérale dit que l'impact sur la croissance qui va exister ne sera pas aussi important que ce à quoi il s'attendait. Monsieur le Président, vous dites que nous avons une relance en V. Monsieur le Vice-président, vous dites que c'est plutôt une forme de K.
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la différence? Quelle est la différence pour les citoyens américains? Monsieur le Président Trump, vous avez la parole. Nous avons construit la plus grande la plus grande économie de l'histoire. On a dû la fermer à cause du virus chinois. C'était très difficile d'un point de vue psychologique à faire. Il pensait qu'il ne fallait pas fermer le pays ou l'économie. Il avait tort. 2 millions de personnes seraient mortes aujourd'hui à la place de 200 000. 200 000, c'est beaucoup trop. Une personne, c'est beaucoup trop. Ça n'aurait jamais dû arriver. C'est à cause de la Chine. Mais que s'est-il passé? Eh bien, nous avons fermé le pays. Aujourd'hui, nous le rouvrons et nous battons des records. 10,4 millions de personnes en 4 mois qui ont retrouvé un travail. C'est un record. On n'a jamais vu un tel exploit. Et lui, il veut fermer l'économie. Il va à nouveau fermer l'économie. Il va détruire ce pays. Vous savez, il y a beaucoup de personnes entre la drogue, l'alcool, la dépression. Lorsqu'on commence à fermer, à confiner un pays, eh bien, on voit à quoi ressemblent les États gouvernés par les démocrates. Et ils ne souhaitent pas ouvrir l'économie. C'est pour une raison simple. Vous avez vu la semaine dernière, il y a quelqu'un qui a dit on va ouvrir le 9 novembre. Pourquoi le 9 novembre? Eh bien, parce que c'est après les élections. Ils pensent qu'ils nous font du mal, à nous, les républicains, en fermant leur pays, leur État. Mais les gens savent quoi faire et ils peuvent respecter la distanciation sociale, se laver les mains, porter un masque. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais il faut ouvrir ces États, rouvrir ces États. Regardez la Caroline du Nord, regardez ces gouverneurs en Pennsylvanie, dans le Michigan et dans d'autres États. Il faut rouvrir ces États. Ce n'est pas juste. C'est un peu comme être en prison dans ces États. Et voyez ce qui se passe avec le divorce, la drogue, la consommation d'alcool. Et lui, il voudrait fermer tout le pays et détruire notre pays. Notre pays se relève très bien en battant des records. Nous n'avons pas besoin d'une personne qui arrive et qui dit « Allez, on referme tout ». Très bien, 2 minutes. Maintenant, nous passons à vous. Comme je l'ai dit, quand j'ai posé la question, le président dit que c'est une relance en V, vous dites que c'est une relance en K. C'est quoi la différence? La différence est la suivante. Des millionnaires ou des milliardaires comme eux s'en sont très bien sortis. Les milliardaires ont engagé encore 300 milliards de dollars grâce à sa proposition fiscale favorable. Et puisqu'ils s'axent seulement sur le marché, mais pour vous, chez vous, vous dans les petites villes américaines, vous qui travaillez dur, comment ça se passe pour vous? Il a payé 750 dollars en impôts. S'il vous plaît, vous êtes d'accord avec les 2 minutes, donc donnez-lui la parole. Récupérez le temps, s'il vous plaît. Il a géré cela de telle façon qu'il sera le premier président des États-Unis à quitter ses fonctions avec moins d'Américains avec un emploi que lorsqu'il a pris ses fonctions. Premier président de l'histoire des États-Unis. Ensuite, les personnes qui ont perdu leur emploi sont les personnes qui étaient sur la première ligne, qui ont sauvé des vies, qui d'ailleurs certains ont perdu la vie, des personnes qui tentaient de faire en sorte que nous puissions nous en sortir. Et ils insistent pour continuer à tout réouvrir alors que la moitié des États aux États-Unis ont une augmentation significative du nombre de cas et du nombre de décès dus au Covid aux États-Unis. Il veut continuer à ouvrir davantage. Pourquoi? Pourquoi ne veut-il pas prendre soin des Américains? On ne peut pas soigner l'économie tant qu'on n'a pas réglé la crise. Et la priorité, c'est d'améliorer votre santé, votre sécurité. Les écoles, pourquoi les écoles sont-elles ouvertes? Puisque ça coûte beaucoup d'argent de les réouvrir avec beaucoup de sécurité. D'abord, il voulait donner des masques, et ensuite il a décidé de ne pas donner de masques aux enseignants, aux étudiants, puisque ce n'était pas une urgence nationale. Pas une urgence nationale. Ils n'ont rien fait pour aider les PME. 1/6 des PME a disparu. Il ne veut pas prendre soin des Américains, répondre à leurs besoins pour que nous puissions rouvrir l'économie en toute sécurité. Il faut que je réponde. Vous avez eu 2 minutes chacun. Non, mais il a fait une déclaration. Vous avez aussi parlé. Les gens veulent que les écoles rouvrent. Ils ne veulent pas être confinés. Ils ne veulent pas que leur État soit fermé. Regardez New York. C'est très triste ce qui se passe à New York. On a l'impression de voir une ville désertée et je ne pense pas que New York pourra se relever. Les gens veulent que les magasins
magasins rouvrent. Ils veulent retrouver la normalité de leur Les vie. gens veulent Et vivre en ils veulent que sécurité. les écoles rouvrent. C'est moi qui ai rouvert la saison du football américain. C'était moi, et je suis ravi de l'avoir fait. Très bien. Passons. Les gens de l'Ohio sont très fiers de moi. Nous allons revenir, s'il vous plaît, nous allons revenir à vos plans économiques pour l'avenir dans un moment. Mais d'abord, Monsieur le Président, comme vous l'avez dit, il y a un nouveau rapport qui dit qu'en 2016, à l'époque où vous avez été élu président, et en 2017, vous avez payé seulement $750 par an d'impôt sur le revenu fédéral, chacune de ces années, $750. Je sais que vous avez payé beaucoup d'autres impôts, mais je pose une question spécifique. Est-ce vrai que vous avez payé $750 d'impôt sur le revenu fédéral ces 2 années? Je paye des millions de dollars d'impôts, des millions de dollars d'impôts sur le revenu. Et je vais vous dire une chose. Dans un des journaux, il y avait un article qui disait, bon, j'ai payé 38 millions de dollars une année, 27 millions Montrez-nous de votre dollars feuille une année. d'impôt. Vous le verrez une fois que ce sera prêt. Vous la verrez. Allez au conseil d'élection. Il y a un rapport de 118 pages qui dit tout ce que j'ai, qui décrit tous mes comptes bancaires. Les actifs sont très très bons et j'ai développé une très grande entreprise. Mais j'aimerais vous dire une chose. Je comprends tout cela, je comprends. Mais j'ai une question, s'il vous plaît, Monsieur le Président, je pose une question. Est-ce que vous pouvez nous dire combien vous avez payé d'impôts sur le revenu, d'impôts fédéral en 2016 et en 2017? Des millions de dollars. Vous avez payé des millions de dollars, pas $750. Et vous le verrez. Vous le verrez. Chris, une chose. C'était les... Moi, je ne veux pas payer d'impôts. Avant d'arriver ici, j'étais un développeur, personne privée, j'étais un homme d'affaires, et évidemment, je respectais les lois, c'est ce que je faisais. Lui, il a voté une loi sur les impôts qui nous ont donné tous ces privilèges de dépréciation, d'amortisation, etc., avec des crédits d'impôts. Pour les hôtels sur Pennsylvania Avenue, par exemple. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a été offert par le gouvernement d'Obama. C'est incroyable. Bon, il a été viré. Celui qui a lancé ça a été viré juste après l'avoir fait, mais bon. Oui, je souhaite répondre. Il paye moins d'impôts qu'un enseignant. Il dit que c'est car il est intelligent et qu'il arrive à profiter des règles fiscales. Et c'est bien ce qu'il fait, il profite des règles fiscales avantageuses. Très bien. Et moi, je veux les supprimer, ces règles. Et je vais faire en sorte qu'on investisse pour les personnes qui ont besoin d'aide. Et pourquoi vous n'avez pas fait ça pendant les dernières 25 vous êtes président, dernières années, vous étiez Vous sénateur. êtes le pire président de l'histoire des États-Unis, vous gâchez tout. J'ai fait plus en 47 mois que vous avez fait en 47 ans. On a fait des choses que vous n'auriez jamais pu faire. Réparer l'armée, S'il vous plaît, réparer l'armée que vous m'aviez Monsieur le Président, redonnée. nous parlons de l'économie. Je voudrais vous poser une question sur vos projets, vos plans pour l'avenir, parce que, Monsieur le Vice-président, votre plan en termes d'économie, si vous étiez élu président, se concentre sur des impôts et des dépenses importantes de la part du gouvernement. Je voudrais vous parler des impôts. Vous proposez plus de 4 000 milliards d'impôts supplémentaires sur plusieurs années pour les personnes qui gagnent plus de 100 000 $ par an, et sur les entreprises. Le président Trump dit que ce type d'augmentation d'impôts va avoir un impact négatif sur l'économie alors que nous sortons d'une récession. Eh bien, regardez l'analyse des entreprises de Wall Street. Mon plan économique créerait 7 millions d'emplois de plus que ce qu'il a créé en 4 ans, tout d'abord. Deuxièmement, le plan créerait 1000 milliards de dollars de plus en croissance économique, puisque ça signifierait qu'on achète du Made in America. On investirait dans les navires, dans l'acier, les bâtiments, etc. Avec ma proposition, chaque centime de ces investissements serait fait par l'entreprise américaine. Pas des dépenses. Et je vais supprimer un nombre considérable d'impôts. L'impôt sur les sociétés, par exemple, pourrait être diminué, mais des grandes entreprises, elles, ne payent pas d'impôt sur les sociétés, alors qu'elles engrangent des milliards de dollars
grâce à vos lois. Moi, je l'ai fait. Et l'économie a explosé comme jamais auparavant. S'il vous plaît, Monsieur le Président. L'économie a explosé. Monsieur le Président, s'il vous plaît, je voudrais revenir là-dessus. Vous voudriez continuer votre approche de libre marché, plus de déréglementation, moins de taxes? Pas moins d'impôts pour les Américains. Mais vous parlez de boom de l'économie, mais pendant les 3 dernières années d'Obama, lorsqu'il était président, les 3 dernières années, plus d'emplois ont été créés, 1,5 million d'emplois supplémentaires que pendant les 3 premières années de votre présidence. Ils ont eu la reprise la plus lente depuis 1929. C'était la reprise la plus lente. Surtout, ils ont eu quelque chose qui était à ce niveau. Tout ce qu'ils ont dû faire, c'est allumer la lumière et ça relancé. Et je vais vous parler un petit peu de la bourse. Lorsque la bourse monte, cela signifie qu'il y a des emplois, cela signifie qu'il y a des bons plans de retraite. Si vous devenez président, vous souhaitez supprimer mes impôts, vous allez perdre la moitié des entreprises. La moitié des entreprises vont quitter le pays, vont être délocalisées. Ces entreprises partiront et vous ferez face à une dépression comme vous n'avez jamais vu auparavant. Nous avons hérité de la pire récession, de la pire crise financière de l'histoire des États-Unis. Nous avons réussi à avoir une reprise économique qui a créé les emplois dont vous avez parlé. Nous lui avons donné une économie florissante, il l'a fait exploser. Elle n'était pas très bonne, non. C'était la relance la plus lente depuis 1929. Est-ce que c'est vrai de dire qu'il a vraiment mal fait alors qu'il y avait un record historique de chômage avant le Covid? Oui, car même avant le Covid, regardez ce qu'il avait fait. La fabrication, les industries étaient au plus mal. Non, vous étiez au numéro 2, peu importe. Ils ont dit qu'il faudrait un miracle pour rapatrier le secteur de la fabrication. On a fait revenir toutes les usines, et énormément d'emplois. Lui, il avait totalement abandonné. On m'a demandé de ramener Chrysler et General Motors, c'est ce que j'ai fait dans l'État d'Ohio et du Michigan. Il a tout gâché. Maintenant, ils sont partis. Ohio avait la meilleure année. Michigan, meilleure année. Ce n'est pas vrai. De nombreux fabricants d'automobiles allemands, par exemple, sont venus dans le Michigan et dans l'Ohio. Monsieur le vice-président, tenez parole. Donc regardez ce qu'il a vraiment fait. Il a fait que très peu de choses. C'est pareil pour ses accords commerciaux. Il parle de ses super accords commerciaux, les accords avec la Chine. Nous avons un déficit avec la Chine plus élevé que par le passé. Nous avons un déficit plus élevé avec le Mexique. La Chine vous contrôle. C'est normal. Il prend des milliards de dollars. Alors, c'est tout simplement faux. Une petite question, par curiosité. La femme du maire de Moscou a donné 3,5 millions de dollars à votre fils. Qu'a-t-il fait pour mériter Rien de tout cela n'est vrai. Rien de tout cela n'est vrai. Laissez-le répondre. Rien de tout cela n'est vrai. Monsieur le Président, s'il vous plaît, vous avez posé une question. Ça a été totalement discrédité. Non, s'il vous plaît. Il n'a pas reçu 3,5 millions de dollars? C'est faux. Monsieur le Président, c'est une discussion ouverte, s'il vous plaît. C'est un fait, hein. Monsieur le Président, vous avez posé une question, laissez le vice-président répondre. Ça a été discrédité, il y a eu un rapport. Sans expérience dans l'énergie, il avait un salaire mirobolant. Mon fils n'a rien fait de mal. Moi, je crois qu'il a fait quelque chose de mal. Laissez-le répondre. Il ne veut pas me laisser répondre puisqu'il sait que je dis la vérité. Sa position a été totalement discréditée par tout le monde. Par les médias, par nos alliés, par la Banque mondiale, par tout le monde. Tout le monde l'a discrédité. Monsieur le Président. Même ceux qui ont témoigné sous serment. Monsieur, s'il vous plaît, je vous écoute. Même ceux qui ont témoigné sous serment dans son administration ont dit qu'il avait fait son travail et qu'il avait fait très bien. Et là, je vais vous donner la liste. S'il vous plaît, vous avez la parole. Vous les avez déjà virés pour la plupart d'entre eux parce qu'ils avaient fait du bon travail. Vous avez la parole. Attendez, encore quelques mots. C'est difficile de réussir à dire un seul mot avec ce clown. Monsieur le Président. Pourquoi méritait-il 3,5 millions de dollars de Moscou?
Écoutez, vous voulez parler de famille et d'éthique, on pourrait parler de sa famille toute la nuit, Non, mais je ne souhaite pas le laissez-le faire. parler. Ma famille nous a permis d'économiser Monsieur le une Président. fortune en venant m'aider à faire le travail. Monsieur le Président, Ce débat ne tourne pas autour de ma famille ou de votre famille. Ce qui compte, c'est vos familles, vous, le peuple américain. Il ne veut pas parler de ce dont vous avez besoin, vous, le peuple américain. C'est très bien, vous le très sujet bien. de ce C'est la débat. fin de ce segment. Nous passons maintenant à la suite. Monsieur le Il n'y a vice-président. pas Mais plus je tard. peux être honnête? C'est Non, important s'il vous comme plaît, question. non. Non, la réponse est non. Il a menacé l'Ukraine Monsieur, non. d'1 milliard de dollars. Attendez, arrêtez. C'est totalement faux. Monsieur, vous allez... Messieurs, j'ai pas envie de lever la voix, de hausser le ton, mais pourquoi est-ce que je serais différent de vous? Voilà ce que nous allons faire. Nous avons 6 sujets, nous avons terminé avec ce sujet, nous allons passer au prochain sujet. Vous allez avoir encore 2 minutes sans interruption chacun, et dans ces minutes, vous allez pouvoir dire ce que vous voulez. Monsieur le Président, je vais poser une question sur le racisme, mais si vous voulez parler d'autre chose, vous pouvez parler d'autre chose. Mais je pense que ce serait mieux pour notre pays si nous permettions aux 2 candidats de parler sans interruption. Je vous le demande, monsieur. À lui aussi, alors. Mais vous allez interrompre beaucoup plus. Oui, d'accord, mais lui aussi, il m'interrompt. Monsieur, moins que vous. Nous allons continuer maintenant. Alors, le racisme, la race. Monsieur le vice-président, vous avez dit que la réponse du président à la violence à Charlottesville il y a 3 ans, lorsqu'il a parlé de très bonnes personnes des 2 côtés, était ce qui vous a mené à lancer cette campagne pour la présidence. Monsieur le Président, Monsieur Trump, vous avez dit à de nombreuses reprises que vous pensez que vous avez fait plus pour les Afro-Américains que tous les autres présidents, avec peut-être une exception, Abraham Lincoln. Ma question pour vous deux est la suivante. Pourquoi est-ce que les électeurs devraient vous faire confiance plutôt qu'à votre opposant pour répondre et donner des solutions aux questions liées à la race au cours des prochaines années? Monsieur le Vice-président, vous avez la parole. Il s'agit de justice, d'égalité, de décence, de constitution. Nous avons toujours tout fait pour avoir une justice, une équité pour tous les Américains. Mais nous n'avons jamais réussi pour le moment. Mais nous ne sommes jamais éloignés de cette voie comme il l'a fait. Fermez vos yeux et souvenez-vous de ce qui se passait avec les torches par le passé. Souvenez-vous du Ku Klux Klan. Une jeune femme a été tuée et lorsqu'on a demandé au président ce qu'il en pensait, il a dit qu'il y avait des très belles personnes des 2 côtés à Charlottesville. J'ai jamais dit ça. Aucun président n'avait dit ce genre de choses par le passé. Deuxièmement, lorsque M. Floyd a été tué, il y a eu une protestation pacifique devant la Maison-Blanche et qu'a-t-il fait? Sorti de son bunker, il a demandé à l'armée d'utiliser des gaz lacrymogènes. Ils sont allés devant une église en montrant des Bibles et l'évêque de l'église a dit que tout cela était une honte et que le président souhaitait seulement diviser les gens et ne pas les unir. Ce président a toujours tout fait pour générer une haine raciale, générer une division basée sur la race. C'est un homme qui dit qu'il a aidé les Afro-Américains. Eh bien, un Afro-Américain sur 1000 est mort en raison de la crise du coronavirus. Et s'il ne fait rien rapidement d'ici la fin de l'année, 1 sur 500 aura été tué. 1 sur 500 Afro-Américains. Cet homme est le sauveur des Afro-Américains? Cet homme se préoccupe de vous? Cet homme n'a rien fait. Il faut regarder les faits, ce qu'il a vraiment dit et ce qu'il a fait. Et ce qu'il a fait a été un désastre pour la communauté afro-américaine. Monsieur le Président, vous avez 2 minutes. Pourquoi est-ce que les Américains devraient vous faire confiance plutôt à vous qu'à votre opposant? Une loi sur l'agrément 94, où vous parliez de superprédateurs. Vous avez qualifié les Afro-Américains de superprédateurs. Ils n'ont jamais oublié. Ils n'ont jamais oublié. J'ai jamais dit ça. Vous avez voté cette loi et vous les avez appelés des superprédateurs. Et moi, je fais sortir des personnes de prison. Vous avez traité les Afro-Américains, la communauté noire, aussi mal que les pires personnes. Regardez les sondages. Je m'en sors mieux. J'ai de meilleurs résultats que la plupart des républicains depuis longtemps parce que les Noirs savent ce que vous avez fait.
Vous avez appelé les Afro-Américains des super prédateurs et vous les avez encore plus critiqués, vous les avez qualifiés de bien d'autres choses. Et concernant les généraux, nous avons le soutien de 250 généraux et dirigeants militaires. Les forces de l'ordre, pratiquement tous les membres des forces de l'ordre, tous les groupes des forces de l'ordre aux États-Unis me soutiennent. La Floride, au Texas, dans l'Ohio, Portland également. Le shérif vient de déclarer « Je soutiens le président Trump ». Je ne pense pas que vous ayez un quelconque soutien parmi les forces de l'ordre. Vous ne pouvez même pas dire force de l'ordre, parce que si vous dites force de l'ordre, vous allez perdre tous vos partisans de la gauche radicale. Et pourquoi vous ne parlez pas des forces de l'ordre? Bien. À Portland, s'ils nous avaient appelés, on aurait pu régler la situation en 30 minutes, mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils sont dirigés par des démocrates de la gauche radicale. Regardez, Chicago, Seattle, ils ont entendu qu'on allait arriver, ils ont levé les manifestants ont levé les mains, mis les mains en l'air. Minneapolis, on a récupéré la ville, Joe, parce que nous croyons en la loi et l'ordre. Les 10 plus grandes villes, les 40 plus grandes villes dirigées par des démocrates de la gauche radicale, vous êtes à leur somme. Et je peux vous dire une chose, c'est que les Américains exigent la loi et l'ordre, et vous avez peur de prononcer ces termes. Je voudrais retourner à la question de racisme. Monsieur le vice-président, après que le grand jury dans l'affaire Breonna Taylor n'a pas décidé d'accuser d'homicide les policiers, vous avez posé une question, vous avez dit est-ce que la justice peut être appliquée de manière égale aux États-Unis? C'est la question que vous avez posée. Est-ce que vous pensez qu'il y a un système séparé et inégal pour les Noirs dans ce pays? Oui, il y a une injustice systémique dans ce pays, dans l'éducation, dans le travail et chez les forces de l'ordre, et dans la façon dont la loi est appliquée. La vaste majorité, bien sûr, des forces de l'ordre sont des hommes et des femmes très honnêtes qui risquent leur vie tous les jours pour nous protéger. Mais il y a parfois des pommes pourries, et lorsqu'on les trouve, on doit les rendre pour responsables. Et en tant que président des États-Unis, ce que je ferai, c'est rassembler un groupe de personnes à la Maison-Blanche, des groupes de droit civil, des policiers, des commissaires, et nous allons changer cela pour avoir plus de transparence lorsque ces choses se passent. Les policiers ne sont pas contents de voir ce qui se passe avec George Floyd. Les policiers ne sont pas ravis de voir ce qui s'est passé avec Breonna Taylor. La plupart des policiers n'aiment pas ces choses-là, mais nous devons avoir un système où les gens sont tenus pour responsables. Et d'ailleurs, la violence n'est jamais appropriée en tant que réponse. La protestation pacifique, c'est approprié. La violence, jamais. Monsieur le Président Trump. On ne peut pas parler de manifestation pacifique quand les manifestants pillent et cassent les magasins. Continuer avec vous. Nous allons revenir sur ce sujet de la loi et de l'ordre dans un moment. Ce mois-ci, votre administration a demandé aux agences fédérales d'arrêter les formations sur le racisme qui parlent des privilèges de droit des Blancs. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'arrêter cela, d'arrêter ces formations sur le racisme? Est-ce que vous pensez qu'il y a un racisme systémique dans ce pays? J'ai mis un terme à ces formations car elles sont racistes. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se plaignaient de devoir faire des choses qui sont totalement folles. Des personnes ont dit que c'était une révolution radicale qui avait lieu au sein de notre armée, au sein de nos écoles, un peu partout. Vous le savez, tout le monde le sait. Et il le sait également. Qu'est-ce qui est radical sur ces formations sur le racisme? Si vous êtes une certaine personne, vous n'avez aucun statut dans la vie, c'est un peu l'inverse. Et regardez les personnes. On payait des personnes des centaines de milliers de dollars pour inculquer de très mauvaises idées, des idées néfastes. Ces personnes encourager d'autres personnes à haïr notre pays. Et je ne vais pas permettre à ce genre de choses de se produire. Il faut que l'on retrouve les valeurs clés de notre pays. Ces personnes enseignaient le fait que notre pays est un pays affreux, raciste, et encourager les participants à haïr notre pays. Monsieur le vice-président. Personne n'a fait cela. C'est lui le raciste. Je ne savais sais rien. beaucoup plus sur ce sujet que lui. Il y a des problèmes raciaux et tout le monde doit être au courant de ce qui est insultant pour certaines personnes. Et généralement, les gens ne veulent pas
faire du mal aux autres, mais ça fait une différence lorsqu'on est au courant de ce qui peut faire mal aux autres. Lorsqu'un enfant grandit et qu'il sait comment avoir une estime de soi, ça change tout. Certains catholiques irlandais comme moi ont été méprisés dans leur jeunesse. Certaines personnes sont méprisées en raison de leur religion, en raison de leur couleur de peau. Et en réalité, nous sommes tous des Américains. Et la seule façon pour nous de rassembler tout le monde, c'est de traiter tout le monde de façon équitable. Et nous pourrons le faire ensemble. Si nous le faisons ensemble, nous pourrons vaincre le racisme. Pendant l'administration Obama-Biden, il y avait énormément de divisions. Il y avait de la haine. Pensez à Ferguson. Pensez à bien d'autres villes. Auckland. Regardez ce qui s'est passé à Auckland. À Baltimore. À Franklin également. Il y avait énormément de scènes de violence. Mais la différence, c'est que les démocrates dirigeaient ces villes et ne souhaitent pas parler de la loi et l'ordre. Comme vous n'avez toujours pas évoqué la loi et l'ordre. Êtes-vous en faveur de la loi et l'ordre? Vous êtes en faveur de la loi et l'ordre? Je suis en faveur de la loi. Vous avez posé une question, et vous ne la suivez pas. Laissez-le répondre. La loi et l'ordre juste, où tout le monde est traité de façon équitable. Et les crimes violents ont diminué de 15% sous notre mandat. Ils ont augmenté sous le sien. Monsieur le Président, nous sommes très heureux parce que nous allons parler de la loi de l'ordre. C'est là où on a eu un problème avec les villes c'est ma question. dirigées par les démocrates. L'augmentation du nombre d'homicides aux États-Unis au cours de cet été en particulier, et vous dites que c'est de la faute des maires démocrates et des gouverneurs démocrates. Mais il y a eu une augmentation équivalente dans les villes gouvernées par des républicains à Fort Worth, à Tulsa. Est-ce que c'est vraiment une question de parti? Vraiment? Oui, je pense que c'est une question de parti. Vous pouvez présenter quelques exemples, mais regardez Chicago. Ce qui se passe à Chicago. 53 personnes ont été abattues, 8 sont mortes. Regardez New York. La criminalité augmente. 100, 150, 200% d'augmentation de la criminalité. C'est incroyable, c'est fou ce qui est en train de se passer. Et il ne veut pas prononcer la loi et l'ordre parce qu'il ne veut pas, parce que s'il le fait, il va perdre ses partisans de la gauche radicale. S'il dirige un jour ce pays, et si le pays est dirigé comme ces villes, on se retrouverait avec plus de banlieues et vous verriez des problèmes partout. Il ne sait pas ce qu'est une banlieue. Je connais très bien les banlieues. S'il s'était trompé, s'il avait pris une mauvaise route. Moi, j'ai grandi dans ces lieux-là. La plupart des banlieues sont bien intégrées. Aujourd'hui, certaines personnes vivent ensemble, peu importe leur couleur de peau dans ces milieux. Et ce qui est vraiment une menace, c'est son échec de faire face au Covid, son échec de faire face aux problèmes environnementaux avec les inondations. Voilà pourquoi il y a des problèmes de la loi et de l'ordre, et dans la recommandation conjointe qui vient de la plateforme Bernie et Biden, vous avez parlé de réimaginer la police. Qu'est-ce que ça veut dire réimaginer la police? Et est-ce que vous soutenez... Attendez, je voudrais finir ma question. Qu'est-ce que ça veut dire réimaginer la police? Est-ce que vous soutenez le mouvement Black Lives Matter qui demande un contrôle par la communauté de la police? Ce que je soutiens, c'est que la police ait la possibilité de régler les problèmes auxquels ils font face. Je suis totalement opposé au fait de réduire les financements de la police. Il a diminué le budget de 400 millions de dollars pour les forces de l'ordre. Ils ont besoin d'assistance, ils ont besoin de psychiatres pour leur donner la possibilité de continuer à utiliser la force. Nous avons besoin de communautés comme par le passé où les policiers connaissent les personnes dans leur communauté. C'est là où la criminalité diminue. Alors qu'en ce moment, elle augmente. Il veut retirer les financements de la police. Il n'a aucun soutien de la part des forces de l'ordre. Pratiquement rien. Ah oui, qui? Nommez-moi un groupe qui vous soutient, un groupe des forces de l'ordre qui vous soutient. Allez-y, on a le temps.
Écoutez, nous n'avons pas le temps. Très bien. Non, réfléchissez. Ces choses-là. Allez, nommez-moi un groupe représentant des forces de l'ordre qui s'est exprimé en votre faveur. Je vais reprendre Il y en a pas. le rôle du modérateur et je voudrais passer à un autre sujet. C'est les manifestations qui sont devenues violentes. Par exemple, à Portland, dans l'Oregon, nous avons eu plus d'une centaine de jours consécutifs de manifestations. Vous avez parlé de manifestations pacifiques, mais beaucoup sont devenues des émeutes. Monsieur le vice-président, vous dites que les personnes qui commettent des crimes doivent être tenues responsables. Mais la question que je veux poser, en tant que nominé du Parti démocratique, et vous avez dit que vous êtes le Parti démocrate, est-ce que vous avez appelé le maire de Portland ou le gouverneur de l'Oregon qui sont des démocrates et dire vous devez arrêter cela, amener la garde nationale et faire tout ce qu'il faut pour mettre fin à cette violence qui a duré des mois? Je n'ai pas de mandat public en ce moment. Je suis un ex-vice-président. Je l'ai dit très clairement dans une prise de parole publique que la violence doit être poursuivie. Elle devrait être poursuivie. Vous n'avez pas Les personnes demandé... qui font preuve de violence doivent Attendez, être s'il vous plaît, poursuivies. monsieur. Vous n'avez pas demandé à ce que les responsables à Portland et en Oregon d'envoyer la garde nationale et mettre fin à ces émeutes de 100 jours? Ils peuvent en réalité s'occuper de cela s'ils vraiment restent en dehors de tout ça. Attendez, laissez-leur répondre. Monsieur, j'ai posé une question. Il y a... Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, allez-y. D'ailleurs, son propre ancien porte-parole a dit que les émeutes et le chaos et la violence aident sa cause. Je ne sais pas qui a dit ça. Voilà ce dont il s'agit. Kellyanne Conway. Je ne pense pas comment Voilà il ce a dit qu'elle ça. a dit. Allez-y. Et mon point est le suivant. Voilà pourquoi il essaie toujours de mettre de l'huile sur le feu. Il ne veut pas calmer les choses. Au lieu de discuter, de rassembler tout le monde autour de la table pour trouver une solution, que fait-il? Il met de l'huile sur le feu, constamment, Ok, à très chaque bien. fois. Alors pour terminer ces éléments, je vais vous donner 1 minute pour répondre, Monsieur Trump. Vous avez dit s'il vous plaît, vous avez dit à de nombreuses J'aimerais reprises, répondre à ce qu'il a dit. Monsieur, vous avez parlé. Non, mais il a fait une Je vous déclaration, pose j'aimerais une répondre. question. Monsieur, s'il vous plaît, si vous voulez changer de Je système pourrais de répondre position, rapidement on peut le à ce qu'il faire. a dit. Avec la garde Très bien. nationale, ça aurait été réglé très rapidement. Mais ils ne veulent pas accueillir la Vous garde avez dit nationale à dans de leur ville. nombreuses reprises, vous avez critiqué le vice-président à de nombreuses reprises pour ne pas avoir pris la parole sur Antifa et d'autres groupes extrémistes. Mais est-ce que vous voulez ce soir condamner les suprémacistes blancs et les milices blanches et dire qu'ils doivent arrêter et de ne pas augmenter la violence dans un grand nombre de villes, comme on l'a vu à Kenosha et comme on l'a vu à Portland? Est-ce que vous pouvez le dire spécifiquement? Allez-y, oui. monsieur. Tout ce que je vois, c'est du Alors- côté de la gauche. Mais moi, je suis prêt à faire tout ce que vous voulez. Alors, je suis prêt à dites-le, avoir la paix. monsieur. Allez-y, dites-le. Comment vous voulez les appeler? Dites-moi Quel nom, dites-moi quel le nom? nom. De qui dois-je condamner? Les Alors, déposez les armes, mais je vais vous dire une chose. Quelqu'un doit faire quelque chose contre les antifas et la gauche. Parce que là, c'est un problème qui vient de Propre la gauche. directeur du FBI s'il vous plaît, allez-y. a dit que l'Antifa était une idée, pas une plaisantais. organisation, qu'il n'y avait pas de milice, alors qu'il y a des milices suprémacistes blanches. Messieurs, C'est ce qu'a dit son messieurs, directeur non, de s'il vous FBI. plaît, on a fini. Messieurs, on passe au prochain. Les antifas, c'est un groupe. Les Tout le antifas, monde dans c'est votre administration sont mauvais. vous dit que c'est une mauvaise idée. Vous n'avez aucune Les idée de ce qui se antifas, passe. les antifas Très bien. sont un Messieurs, groupe nous de la gauche passons radicale au dangereux. bilan de Trump et de Et ils vont Biden. Lorsqu'un mettre de président, je vais poser une fonction question. quand vous Lorsque le président cherche à avoir un deuxième mandat, c'est la plupart du temps un référendum sur son bilan. Mais, monsieur le vice-président, vous avez dit que votre père a dit « Ne me comparez pas à Dieu, comparez-moi à l'alternative, à l'opposant ». Et vous êtes l'alternative cette fois-ci, monsieur. Alors si on regarde vos bilans, je vais vous poser des questions. Pourquoi est-ce que les électeurs devraient vous élire plutôt que votre opposant? Monsieur le Président, vous avez 2 minutes. Parce que jamais auparavant a-t-on vu un président et une administration ayant fait autant que ce que j'ai fait en 3 ans et demi. Et ce, malgré la supercherie de l'impeachment, et vous avez vu ce qui s'est passé avec Hillary Clinton, qui était une arnaqueuse. Malgré toutes ces choses où j'ai dû me battre
où j'étais affronté de partout. Il n'y a jamais eu une administration qui a pu faire ce que j'ai fait. Avant la Covid, la plus grande économie de l'histoire, le chômage le plus faible, tout fonctionnait très bien, tout allait très bien. Et surtout, nous allions trouver une unité. La première fois, depuis des années, on m'appelait et on me disait « peut-être que le moment est venu ». Bon, ensuite, on a été frappé par la Covid, mais on est en train de tout reconstruire. Reconstruire l'armée, Space Force, la force spatiale, etc. Nous avons réparé également l'aide aux anciens combattants. 308 000 personnes, anciens combattants, sont morts à cause de lui. Et nous avons eu de très bons records, des records de popularité parmi les anciens combattants. Nous nous occupons de l'armée. Nous avons fait un formidable travail. Et j'aimerais vous dire autre chose, le plus important peut-être. À la fin du premier mandat, j'aurai environ 300 juges fédéraux et juges au cours d'appel et j'espère 3 grands juges à la Cour suprême. C'est un record. On n'a jamais vu de tels records. Et vous savez pourquoi j'ai autant de juges? Eh bien, c'est parce que Obama et son vice-président ont abandonné 28 juges. On n'abandonne pas, on ne laisse pas de places vacantes. Ils ont laissé 128 postes de juges vacants. Et c'est parce qu'ils ont une philosophie différente. Moi, je dis, si vous nous laissez 128 postes vacants, vous ne pouvez pas être un bon président, vous ne pouvez pas être un bon vice-président. Mais je tiens à vous remercier parce que cela nous a donné, alors c'était peut-être plus que ce chiffre, mais à la fin de ce mandat, cela nous a permis d'avoir 300 juges, de nommer 300 juges. C'est un record. En regardant vos bilans, pourquoi est-ce que les électeurs devraient vous élire président plutôt que le président Trump? Vous avez 2 minutes, sans interruption. Sous ce président, nous sommes devenus plus faibles, plus malades, plus pauvres, plus divisés et plus violents. Lorsque j'étais vice-président, nous avons hérité d'une récession, on m'a demandé de la régler, c'est ce que j'ai fait, nous lui avons laissé une économie florissante et il a causé une récession, il a provoqué une récession, nous sommes plus faibles, le fait est que je fais face à Poutine, alors que lui est le pantin de Poutine. Il refuse de dire quoi que ce soit sur Monsieur les Ça a reçu soldats 3,5 américains. millions de dollars. Monsieur le Président, votre campagne était d'accord. Chaque personne, chaque candidat aurait 2 minutes sans interruption. Vous, votre campagne était d'accord, alors est-ce que vous pourriez respecter cet accord de votre campagne? Il ne tient jamais ses Non, promesses. je ne vous pose pas de question, c'est une question rhétorique. Je peux avoir Oui, 30 vous avez secondes un de peu plus, très bien. Troisièmement, nous sommes pauvres. Les milliardaires sont beaucoup plus riches. Augmentation de 2 à 4 milliards de plus. Et vous, à cause du Covid, vous êtes plus pauvres sur la violence. Lorsque nous avons fini notre mandat avec le président Obama, il y avait une diminution de 15% de la criminalité. Alors que sous son mandat, la violence a augmenté. Sur la division, nous ne pouvons continuer à être aussi divisés. La nation ne peut être aussi divisée. Et au sujet de mon fils, la façon dont vous parlez de l'armée, la façon dont vous les critiquez, dont vous les décrivez comme des losers, mon fils a été en Irak. Il a passé une année sur place. Il a eu le Bright Star, il a eu une médaille nationale. Il n'était pas un loser, il a été un patriote. Et les personnes laissées sur place, les personnes qui ont perdu la vie là-bas, étaient des héros. Vous parlez de Hunter? Je parle de Beau Biden, Je connais mon pas fils. Beau. Moi, je sais que Hunter a été rejeté de l'armée. Il a été rejeté n'est pas vrai. dans la honte. Et il n'avait pas de travail jusqu'à ce que vous deveniez vice-président. Tout Et cela il a n'est qu'un fait tissu de une mensonges. fortune en Ukraine, en Chine, à Moscou C'est tout et simplement dans bien faux. d'autres pays. Il a fait une fortune. Messieurs, Et il n'avait pas de boulot. Mon fils, comme de nombreuses personnes que vous connaissez chez vous, a eu un problème de drogue. Il a réussi à le surmonter. Il a réglé ce problème. Il a travaillé sur ce problème. Je suis fier de lui. Je suis fier de mon fils. très bien. Messieurs, Et Mais pourquoi on il a lui a reçu des pas dizaines de donné milliers de dollars? des dizaines de millions de Monsieur dollars. Trump, Ça a été totalement discrédité.
Nous avons déjà parlé de cela. Je pense que les citoyens américains veulent parler de questions de substance plutôt. En tant que modérateur, je vais prendre une décision. 3,5 millions de dollars de Moscou. Alors parlons. Je pense que c'est un sujet Messieurs, important. Ce rapport a été totalement discrédité. Même Mitt Romney a dit que ce rapport avait été écrit pour des raisons politiques. J'aimerais bien parler du changement climatique. Les incendies de forêt brûlent dans l'Ouest, ils ont détruit des hectares entiers, ils ont déplacé des centaines de milliers de personnes. Lorsque les responsables des États ont dit que c'est à cause du changement climatique, vous avez dit que la science ne le sait pas, Monsieur Trump. Vous avez dit cela. Au cours des 4 dernières années, vous avez fait sortir les États-Unis des accords de Paris. Vous avez aussi, vous êtes revenu sur un certain nombre de réglementations du gouvernement Obama. Que pensez-vous sur la science du changement climatique et que ferez-vous au cours des 4 prochaines années pour trouver une solution? Je souhaite de l'eau pure, de l'air pur, un très bel air. Nous avons aujourd'hui le moins de carbone. Regardez nos chiffres. Nous avons de formidables résultats. Je n'ai pas détruit nos entreprises. Nos entreprises ne doivent pas mettre la clé sous la porte. Regardez l'accord de Paris. C'était un accord catastrophique de notre point de vue. Et les gens sont ravis de la situation. En effet, nos entreprises s'en sortent bien. Concernant les incendies de forêt, il faut une bonne gestion des forêts, en plus de tout le reste. Le sol des forêts est plein d'arbres morts, qui sont tombés depuis des années et des années. On fait tomber une allumette et tout brûle. Il faut bien gérer les forêts. Que pensez-vous en ce qui concerne la science sur le changement climatique? Je crois qu'il faut faire tout ce que nous pouvons pour avoir du bon air, de la bonne eau et faire tout le reste. Nous plantons 1 milliard d'arbres. Il y a un projet, 1 million d'arbres, 1 milliard Est-ce que vous d'arbres. pensez que les êtres humains et la pollution humaine, les gaz à effet de serre contribuent au réchauffement Je pense que planétaire? beaucoup de choses contribuent, mais oui, dans une certaine mesure, oui. Mais je pense également qu'il faut mieux gérer nos forêts. Chaque année, on m'appelle. La Californie brûle. La Californie brûle. Si les forêts étaient nettoyées, épurées, s'il y avait une bonne gestion des forêts, on n'aurait pas ces appels, ces incendies. Il y a des villes-forêts, entre guillemets, dans d'autres pays, en Finlande. C'est bien géré. J'étais avec le dirigeant d'un grand pays qui me disait « Nous avons des arbres qui brûlent beaucoup plus vite que ceux de Californie. » J'ai parlé au gouverneur de Californie, je m'entends très bien avec, et j'ai dit « Mais à un moment donné, chaque année, on ne peut pas avoir des centaines de milliers d'hectares de forêt qui brûlent. » Mais monsieur, Ça brûle à cause d'une mauvaise gestion. est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous pensez sur la science du changement climatique? Pourquoi êtes-vous revenu sur le plan pour l'énergie verte qui limitait les émissions dans les centrales énergie? Parce que ça faisait exploser les prix de l'énergie. Avez-vous mis en place des normes beaucoup moins strictes qui vont créer plus de pollution dans les cars, dans les voitures? Pas vraiment, parce que les voitures coûtent bien moins cher, ce sont des véhicules plus sûrs, et on parle d'une toute petite différence. Et que va-t-il se passer avec le coût de la voiture qui va baisser? Il y aura au moins, on aura doublé ou on doublera et triplera les achats de véhicules. Il y a des vieilles voitures qui polluent énormément. Avec de meilleures voitures, on pourrait bien moins polluer. En Californie, Ça permet de supprimer des véhicules, des anciens véhicules, et en prendre des nouveaux, moins polluants. Et surtout, on va voir quel va être l'impact. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont d'accord avec moi. Les véhicules coûtent beaucoup trop cher parce qu'il y a des ordinateurs partout dans la voiture pour une toute petite réduction. Et je n'ai pas de problème avec les véhicules électriques. J'encourage les gens à acheter des véhicules électriques. Mais en Californie, que s'est-il passé? C'était de la folie. Monsieur le vice-président, je voudrais que vous répondiez à ce qu'a dit le président sur le changement climatique, mais je voudrais aussi poser une question. Vous avez proposé des emplois pour 2000 milliards de dollars, vous avez parlé de nouvelles limites pour la fracturation hydraulique, vous avez parlé de mettre fin aux carburants fossiles pour l'électricité et zéro émission de gaz à effet de serre d'ici 2050. Le président dit que cela détruirait l'économie et détruirait des millions d'emplois. Il a totalement tort, tout d'abord. Deuxièmement, j'ai pu diminuer le coût des énergies renouvelables pour qu'elles soient moins chères que le charbon, le gaz et le pétrole.
Personne ne construira d'usine à charbon. Aux États-Unis aujourd'hui, tout le monde va passer vers les énergies renouvelables. Ensuite, nous allons faire en sorte de prendre la flotte fédérale et de faire en sorte que ces véhicules soient électriques. 500 000 postes de stations de recharge seront construites. Nous allons construire une économie qui transformera 4 millions de bâtiments pour les rénover, pour qu'ils soient mieux isolés, pour qu'ils émettent beaucoup moins de gaz à effet de serre en raison de la diminution du chauffage. Nous pouvons faire beaucoup de choses au même moment. Nous pouvons avoir une production d'énergie neutre en carbone d'ici 2035. Créer des millions d'emplois bien payés, pas 15 $ de l'heure, mais des vrais bons salaires avec de nouvelles infrastructures qui soient vertes. Et la première chose que je ferai, c'est rejoindre à nouveau l'accord de Paris, re-signer l'accord de Paris, puisque sans cet accord de Paris, tout part à volo. Et en matière de politique étrangère, vous voyez que les forêts brésiliennes brûlent et la forêt amazonienne capture plus de carbone que toutes les forêts américaines, par exemple. Il faut faire quelque chose à ce sujet. Donc je ferai en sorte que les pays du monde collectent 20 milliards de dollars pour mettre un terme à la déforestation. Alors, il y a cet argument du président Trump qu'il faut trouver un équilibre entre les questions économiques et les questions environnementales. Et il a la ligne qu'il a tracée. Il n'a pas décrit clairement une limite. Il dit que le méthane, ce n'est pas un problème, qu'on peut aujourd'hui émettre plus de méthane sans que ce soit un problème, le méthane. Voilà un homme qui dit qu'on n'a pas besoin de normes pour l'automobile, pour la pollution. Ce n'est pas vrai. C'est totalement vrai. Il parle du nouveau accord vert, le Green New Deal. Et c'est 100 000 milliards de dollars. Attendez, une minute. Pour abattre des bâtiments, détruire des bâtiments et les reconstruire. C'est un système où ils veulent supprimer tous les avions, tous les véhicules, supprimer toutes les vaches. 100 000 milliards de dollars, c'est plus d'argent que ce que notre pays peut faire en 100 ans. Très bien, s'il vous plaît. S'il vous plaît, détruire notre pays. S'il vous plaît, attendez. J'ai vraiment étudié vos plans et dit d'améliorer des millions de bâtiments, rénover des maisons, 1,5 million de maisons avec une efficacité énergétique. Et la question est la suivante, c'est la question du président. Et un certain nombre de personnes qui soutiennent le président diraient il semble que ça va coûter beaucoup d'argent et être mauvais pour l'économie. Ce que ça va faire, c'est créer des centaines de milliers d'emplois bien rémunérés. Ça va coûter cher. Ça va créer des millions d'emplois bien rémunérés et des diminutions d'impôts pour l'isolation des bâtiments. Regardez ce qu'on fait aujourd'hui pour faire face aux ouragans. Il n'a pas de réponse. Il dit qu'il faudrait peut-être d'ailleurs envoyer un missile nucléaire pour arrêter les ouragans. Écoutez, nous allons être en position de créer de bons emplois bien rémunérés tout en préservant l'environnement pour que nous soyons tous en meilleure forme. Aujourd'hui, nous dépensons des milliards de dollars pour lutter contre les inondations, les ouragans, l'augmentation du niveau de la mer. Nous sommes en danger. Regardez ce qui se passe dans le Midwest. Tout cela ne se passait pas par le passé, tout comme dans l'Iowa. Tout ça, c'est à cause du réchauffement climatique. Nous devons réussir à nous rassembler au niveau international. Voilà pourquoi nous devons rejoindre l'accord de Paris. Alors pourquoi il ne l'a pas fait pendant qu'il était vice-président? Pourquoi vous n'avez pas... Bon, la Chine envoie des polluants dans l'air, la Russie aussi, donc la Chine, la Russie, et surtout, il a fait quelques déclarations. Le Green New Deal, c'est 100 000 milliards de dollars. Ce n'est pas mon plan. Le Green New Deal n'est pas mon plan. Très bien, s'il vous plaît. Très bien. Attendez, messieurs. Il a parlé de l'armée.
Lui et ses amis ont inventé Ce n'est pas vrai. C'est la fin du segment. Monsieur le C'est vice-président. lui qui a dit que l'armée était plein de connards stupides. Il a dit ces mots-là. S'il vous plaît, monsieur, Moi, je arrêtez. ne les appellerai jamais S'il vous comme plaît, ça. arrêtez. C'est lui qui a menti. Allez-y, Montrez-nous monsieur le vice-président, la vidéo. est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Dernière question, je ne me souviens plus de votre question, Je ne sais plus, puisqu'il moi non n'arrête pas plus. de m'interrompre. Sur l'économie et sur cette question des coûts. Et le Green New Deal et vos changements écologiques. Le Green New Deal s'autofinancera à l'avenir. Nous n'allons pas construire des usines qui soient des usines polluantes. Vous soutenez le Green New Deal? Vous le soutenez? Non, je ne soutiens pas le Green New Deal. Oh, quelle grande déclaration, c'est incroyable. Vous venez juste de perdre la gauche radicale. Je soutiens le plan Biden. Très bien. Le plan Biden n'est pas ce qu'il appelle le Green New Deal radical. Le dernier segment, l'intégrité des élections. Alors que nous sommes ensemble ce soir, des millions d'Américains reçoivent des bulletins par correspondance et vont voter en avance. Devrait-on avoir confiance et penser que cette élection sera juste et équitable? Que ferez-vous au cours des 5 dernières semaines et plus, pas seulement jusqu'au jour de l'élection, mais après, pour le compte de ces votes par correspondance, après l'élection, le jour de l'élection? Qu'allez-vous faire pour rassurer les citoyens américains, pour dire que le prochain président sera le vrai gagnant de ces élections? Monsieur le vice-président, vous avez la parole. Je suis préparé à laisser les gens voter. Si vous allez sur iWillVote.com, ils peuvent décider comment ils vont voter, à quel moment ils vont voter. Son propre directeur de la sécurité intérieure et du FBI ont dit qu'il n'y avait pas de preuves que le vote par correspondance soit manipulé ou soit de la triche. C'est ce qu'ils ont dit. En réalité, il y a des millions de personnes en raison du Covid qui vont voter par correspondance, comme il le fait par ailleurs. Il envoie son vote en Floride. Ensuite, nous allons faire en sorte que toutes les personnes qui veulent voter en personne puissent le faire, avec une distanciation sociale, avec les bureaux de vote ouverts à l'heure et jusqu'à ce que tous les votes soient comptés. Il essaie tout simplement de dissuader les gens d'aller voter, il essaie de leur faire peur, il essaie de dire que l'élection ne sera pas légitime. Allez voter. C'est à vous de décider qui gagnera cette élection. Votez, votez, votez. Si vous pouvez voter plus tôt dans votre État, votez plus tôt. Si vous voulez voter en personne, votez en personne. Choisissez la meilleure manière de voter pour vous, puisqu'il ne peut pas vous empêcher de déterminer le résultat de cette élection. Ensuite, lorsque toutes les voix seront comptées, l'élection sera acceptée. Et je l'accepterai si je gagne, je l'accepterai si je perds. Mais si d'ailleurs il dit qu'il n'est pas certain qu'il l'acceptera, eh bien je vous dirai que ce n'est pas important, puisque si nous obtenons les voix, il n'aura pas le choix. Il devra partir. Il ne pourra pas rester au pouvoir. Ça n'arrivera pas. Donc allez voter. Comprenez que c'est à vous de déterminer l'avenir de ce pays pour les 4 années qui viennent. Ce pays va-t-il changer ou allez-vous avoir 4 années de mensonges de plus? J'ai écouté Joe parler de transition. Il n'y a pas eu de transition lorsque j'ai remporté l'élection. Regardez Hillary la crapule, regardez les différentes personnes. Il n'y a pas eu de transition. Pourquoi? Parce qu'ils se sont attaqués à moi, ils ont essayé d'espionner ma campagne, lancer un coup d'État dès le premier jour et même avant que je remporte l'élection. Lorsque j'ai descendu l'ascenseur avec la première dame, ils ont été une honte pour notre pays et nous les avons pris la main dans le sac. Nous les avons tous attrapés, nous avons tout enregistré et surtout, vous avez donné l'idée de la loi Logan. Vous devriez vous pencher dessus parce que on vous a attrapé la main dans le sac également. Président Obama était dans le bureau ovale, il savait également. Alors ne parlez pas de transition libre. Concernant le scrutin, c'est une catastrophe. Il y a les scrutins, les bulletins de vote envoyés à la demande sont acceptables. On fait une demande de bulletin, on le reçoit. Mais si on reçoit un bulletin, ils envoient des millions de bulletins à travers le pays. Il y a des fraudes, on l'a vu, on a vu des bulletins un petit peu partout. Il y avait des bulletins dans des corbeilles à papier avec écrit Trump dessus. Ils envoient des bulletins partout. Ils envoient 2 bulletins, 1000 bulletins, tout le monde a 2 bulletins chacun. Il va y avoir une fraude
inédite. Le 3 novembre, vous allez voir qui a gagné l'élection, et je pense qu'on va avoir de très bons résultats, parce que les Américains sont ravis de notre travail qu'on a fait, mais on ne saura peut-être pas pendant un mois qui a remporté l'élection, parce que ces bulletins vont être un petit peu partout. Regardez ce qui s'est passé à Manhattan, regardez ce qui s'est passé dans le New Jersey, regardez ce qui s'est passé en Virginie, un autre État. Ils ne perdent pas 2%, 1%, c'est trop d'ailleurs. Une élection, ça peut être moins d'1% de différence. Ils perdent 30 à 40%. C'est une fraude et c'est une honte, une arnaque. Imaginez, vous dites il faut poster le bulletin avant le 10 novembre. 10 novembre, ça veut dire 7 jours après l'élection, après les résultats de l'élection. Tous les États dirigés par les démocrates vont voir des arnaques. Pendant des mois, vous avez dit que le vote par correspondance sera une catastrophe, que c'est truqué, que ça va mener à de la fraude. Mais en 2018, au cours des élections, des millions de personnes ont voté par correspondance. 31 millions, un quart de tous les électeurs cette année ont voté par correspondance. Et maintenant, des millions de bulletins ont été envoyés. Qu'est-ce que vous allez faire ? Et est-ce que vous comptez que la Cour suprême, avec le juge Barrett, va prendre une décision? Oui, je compte sur eux pour compter les bulletins. J'espère qu'on n'aura pas besoin de leur aide pour l'élection, mais pour les bulletins, oui, c'est important. Parce que ce qui se passe est incroyable. J'ai entendu aujourd'hui, il y a au moins 1% des bulletins pour 2016 qui ont été invalidés. Ils disaient on n'aime pas, on les jette. Il y a des millions de bulletins qui ont été envoyés. Ce qu'il faut faire, c'est faire une demande de vote, une demande de bulletin. Je pose une question sur le fait que des millions de personnes ont reçu... Vous allez voter vous-même, comme on le faisait avant. Je vous pose une question sur le fait... Chris, soit vous faites une demande de vote par correspondance, vous recevez le bulletin et vous le renvoyez. Il y a des facteurs. Vous avez vu ce qui se passe en Virginie occidentale, par exemple. Les bulletins sont vendus, sont jetés dans la rivière. C'est une chose horrible pour notre pays. Cela ne va pas bien, cela ne va pas bien finir. Monsieur le vice-président, allez-y. Les États-Unis ont eu des bulletins par correspondance depuis des décennies, en particulier dans des États républicains également. Donc, ce sont des bulletins qui vous sont envoyés chez vous. Ils doivent être envoyés avant le jour de l'élection, mais si ensuite ils sont reçus après le jour de l'élection, ils devraient encore être comptés. Il a peur de compter ses voix, puisqu'il a peur de perdre. Vous avez tort. Chris, il se trompe, c'est faux ce qu'il dit. Monsieur le vice-président Biden, le plus grand problème au cours des années avec les votes par correspondance n'a pas été la fraude, ça a été le fait qu'un grand nombre, des centaines de milliers de bulletins sont rejetés parce qu'ils n'ont pas été bien remplis ou parce qu'il y a un certain nombre d'irrégularités. Ça compte comme de la fraude. Ils ne sont pas arrivés avant la date limite. Alors votre question, est-ce que vous vous inquiétez du fait que la Cour suprême, avec la juge Barrett, va prendre une décision et décider? Je suis préoccupé par le fait que une cour puisse décider là-dessus, puisque lorsque vous recevez un bulletin que vous le remplissez, vous devez avoir un récépissé. Vous devez pouvoir montrer que c'est vous. Si vous arrivez à vérifier que c'était vous avant que le bulletin ait été jeté, c'est suffisant pour compter le bulletin puisque quelqu'un a fait une erreur et n'a pas bien vérifié votre identité. Votez, dites qui vous votez, témoignez, c'est tout à fait légitime. J'ai une dernière question, messieurs. Des millions de bulletins qui ont été envoyés. Vous savez que ça ne peut pas être fait, ils ne peuvent pas être comptés. On a déjà vu des fraudes, énormément de fraudes. 80 millions de bulletins. C'est une honte. Les États, des travailleurs des élections sont empêchés de traiter les bulletins. Ils ne peuvent pas les sortir d'une enveloppe avant le jour de l'élection. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de chances, puisqu'il y aura un grand nombre de votes par correspondance supplémentaires, qu'on ne saura pas le jour de l'élection, le soir de l'élection, qui est le gagnant, que ça pourrait prendre des jours, des semaines avant que l'on découvre qui est le nouveau président. Donc d'abord pour vous, Monsieur le Président, ensuite pour le vice-président, j'espère qu'il n'y aura pas d'interruption. Est-ce que vous allez demander à vos supporters de rester calmes pendant cette période, de
de ne pas créer des émeutes. Est-ce que vous allez prêter serment ce soir que vous n'allez pas déclarer la victoire jusqu'à ce que cette élection soit certifiée de manière indépendante? Monsieur le Président Trump, vous avez la parole. Je vous encourage à aller dans les bureaux de vote et surveiller le dépouillement. J'encourage mes partisans à faire ça. Comme vous le savez, aujourd'hui, il y a eu un grand problème à Philadelphie. Ils sont allés regarder, les poll watchers, les scrutateurs, et ils ont été sortis de la salle. Ils n'ont pas pu observer. Pourquoi? Eh bien, parce qu'à Philadelphie, il y a des choses crapuleuses qui se passent. J'encourage mes partisans. J'espère que ce sera une élection juste et équitable. Si elle est juste et équitable, je suis d'accord. Mais si je vois des dizaines de milliers de bulletins manipulés, je ne serai pas d'accord. Je ne vous suivrai pas. Cela signifiera qu'il y a une élection frauduleuse. Ils envoient des millions de bulletins. Ces personnes ne sont pas équipées pour les gérer. Surtout, ils trichent. Ils ont trouvé des bulletins dans la poubelle il y a 3 jours. Et il y avait écrit des bulletins envoyés par l'armée. Et ils étaient tous pour Trump. Vous pensez que c'est une bonne chose? La dernière question pour vous. Est-ce que vous allez demander à vos supporters d'être calmes pendant le compte des bulletins? Et est-ce que vous allez prêter serment de ne pas déclarer la victoire avant une certification indépendante? Oui. Et on va compter les bulletins, comme vous l'avez dit. Dans certains États, ces bulletins ne peuvent pas être ouverts avant le jour d'élection. Et s'il y a des milliers de bulletins, ça va prendre un peu de temps. Et d'ailleurs, notre armée vote par correspondance depuis la fin de la guerre de sécession, pour ainsi dire. Donc pourquoi ce ne serait pas une fraude pour eux, mais ça le serait pour les autres? C'est le même processus. Personne n'a établi de preuves de fraude en rapport avec les votes par correspondance. Ça a déjà été prouvé. S'il vous plaît. Vous avez eu la possibilité de répondre. Monsieur Biden, vous avez la parole. Il ne sait pas du tout de quoi il parle. Moi, je vais accepter le résultat et il va le faire également. Vous savez pourquoi? Puisqu'une fois que le gagnant est déclaré après le décompte de tous les bulletins, ce sera la fin de l'histoire. Si c'est moi le gagnant, tant mieux. Si ce n'est pas moi, je soutiendrai la décision du peuple américain. Je ne veux pas être un président seulement pour les démocrates, je veux être un président pour les démocrates et les républicains. Ce n'est pas son cas. Messieurs, c'est la fin de ce débat. Nous allons arrêter maintenant et ça va continuer dans d'autres débats. Nous allons continuer. Monsieur le Président Trump, Monsieur le Vice-président Biden, ça a été 1h30 très intéressante. Je voudrais vous remercier d'avoir participé à ce premier de 3 débats. Nous voulons remercier Case Western Reserve University et Cleveland Clinic d'avoir organisé cet événement. Le prochain débat, sponsorisé par la Commission sur les débats présidentiels, sera le 7 octobre à l'Université de l'Utah, à Salt Lake City. Ce seront les nominés pour la vice-présidence, Mike Pence et le sénateur Kamala Harris, qui vont faire ce débat. Nous espérons que vous serez là. D'ici là, merci beaucoup et bonsoir. Merci d'être avec nous, toujours en direct sur France 24. On vient donc d'assister à ce premier débat entre les 2 prétendants à la Maison-Blanche, un débat haut en couleur. On retiendra que pour Joe Biden, Donald Trump est un clown ou un menteur. Pour le président américain, son adversaire démocrate n'a rien d'intelligent et est aux mains de la gauche radicale. Et puis, on vient d'entendre cette dernière séquence de Donald Trump qui a mis en garde contre des fraudes inédites pendant la présidentielle. Un premier débat donc dans la course à cette Maison-Blanche très cacophonique où les petites piques ont fusé. Avec nous toujours pour décrypter ce match, à mes côtés, Gauthier Rybinski, notre spécialiste de questions internationales à France 24. À Washington se trouve toujours Benjamin Haddad, directeur de la Future Europe Initiative, membre du think tank Atlantic Council et auteur de Paradis perdu, l'Amérique de Trump et la fin des illusions européennes, sorti chez Grasset l'an dernier. Merci à vous d'être toujours avec nous. Et puis, bien sûr, il y a Sonia Dridi qui a suivi ce débat à Washington. On retrouve d'ailleurs Sonia à Washington. Bonsoir Sonia. Alors qui, selon vous, aujourd'hui, a gagné ce premier débat présidentiel?
Alors, disons qu'on sort de ce débat un peu fatigué. On a l'impression aussi que le modérateur a dû être épuisé après cette heure et demie où finalement c'était plus qu'un débat, un vrai match entre les deux candidats. Oui, les deux candidats ont très peu finalement abordé le fond de leur programme, des sujets. Alors, Joe Biden, je pense, a pris le dessus parce qu'il est quand même apparu un peu plus calme que Donald Trump. Donald Trump, on l'a senti très tendu parce que dès le début, il n'arrêtait pas de couper la parole aux candidats démocrates qui n'arrivaient pas à en placer une. Mais là où Joe Biden a peut-être péché, c'est qu'il fallait s'y attendre parce qu'il est aussi connu, on dit ici, pour son Irish temper, son tempérament irlandais. Il perd assez vite son sang-froid et très vite, il est un peu rentré dans le jeu de Donald Trump parce qu'il a, par exemple, il s'est adressé à l'audience en disant « Mais est-ce que vous pouvez me dire ce que ce clown est en train de faire ?» Il a qualifié plusieurs fois Donald Trump de clown. Il a aussi dit à un moment Can you shut up, man? En gros, est-ce que tu peux te la fermer, mec? Donc ça, pour des électeurs qui attendent quand même un niveau un petit peu au-dessus, notamment côté démocrate, même si ça plaît à certains le fait que finalement Joe Biden ne se laisse pas intimider, ne se laisse pas faire, on avait l'impression, notamment en regardant les réseaux sociaux, que beaucoup finalement se disaient que c'était un niveau assez déplorable de ce débat. Et donc finalement Joe Biden qui on le sentait parfois perdu son sang-froid, mais en tout cas, il est quand même resté, on va dire, plus calme que Donald Trump. Il semblait maîtriser aussi davantage les sujets. Il avait aussi des thèmes sur lesquels il pouvait attaquer assez facilement Trump, notamment sur la crise sanitaire. Il a dit que avec Donald Trump, le pays était plus malade, qu'il allait moins bien. Les deux candidats se sont affrontés également sur le thème des tensions raciales. Donald Trump, qui essaie d'instiguer la peur chez les électeurs, dit que finalement, avec Joe Biden, eh bien, les banlieues seront menacées. Ce à quoi Joe Biden a répondu, Donald Trump, lui, n'a jamais vu une banlieue, sauf si il a pris un mauvais tournant. Donc voilà, Joe Biden avait quand même du répondant. On a vu aussi que le candidat démocrate le présentateur a rappelé que le candidat démocrate avait voulu se présenter, s'était décidé finalement à se présenter à l'élection présidentielle après le drame de Charlottesville, lors duquel eh bien, une manifestante antiraciste avait été tuée par un militant nationaliste blanc. Et ce soir, Donald Trump a refusé de condamner clairement une nouvelle fois les nationalistes blancs. Donc ça, c'est quand même pour peut-être les électeurs, le peu d'électeurs qui hésitent, ou pour les électeurs indépendants, ça peut peser aussi dans la balance. Et puis à la fin du débat, on a vu que Joe Biden a essayé de ramener un peu le calme, puisque Donald Trump a de nouveau insinué qu'il y allait avoir des fraudes électorales, qu'il allait pousser ses partisans à aller observer le vote. Donc on peut s'attendre aussi à des situations tendues dans les bureaux de vote. Et à la fin, Joe Biden a dit, écoutez, si je gagne, tant mieux, sinon je respecterai le choix des électeurs. Donc on a vu qu'à la fin de ce débat, il a tenté quand même de ramener un semblant de calme, et en tout cas d'apaiser un petit peu la situation. Mais sinon, on a vraiment assisté à peut-être, comme on s'attendait, mais peut-être encore plus que l'on s'attendait, à un vrai match entre les deux candidats qui ont finalement très peu parlé du fond. Merci Sonia Adridi à Washington. Gauthier, on va revenir sur ce débat qui a été particulièrement tendu et éprouvant. Il y a eu beaucoup de petites phrases, des phrases mesquines, des coups bas. Sonia Adridi vient d'en parler à Washington. Et puis, il y a aussi eu cette posture assez étonnante dans la forme de Joe Biden, qui finalement a très peu regardé dans les yeux son adversaire Donald Trump. Est-ce que finalement, ce n'est pas peut-être contre-productif? C'est-à-dire, on comprend bien que Joe Biden, dans sa volonté de garder son sang-froid, ait voulu éviter justement de croiser le regard de Trump, qui a essayé, par une forme d'obstruction sonore quasi permanente, de perturber Joe Biden. Le problème, c'est que c'est à double tranchant, cette affaire, parce que Joe Biden, en regardant les Américains droit dans les yeux, comme on pourrait dire, a donné parfois l'impression qu'il évitait justement le combat. Alors, c'est vrai que ce combat, et là je suis tout à fait d'accord avec ce que Sonia Adridi a dit, on est arrivé là avec ces deux candidats, avec le climat crispant, avec tout ce qu'on a dit sur l'Amérique clivée,
au degré zéro de l'expression politique. C'est effectivement lamentable. Lamentable qu'on soit, que l'un soit crispé au point de ne pas vouloir parler et que l'autre s'attache à des questions qui sont... Alors on a vu, il a essayé à un moment de taper sur le fils de Joe Biden, dont on a pu penser qu'il avait touché des commissions à la fois en Ukraine et pourquoi pas des Chinois. On en est à ce stade-là. Et de l'autre côté, vous avez un candidat qui n'ose pas regarder son adversaire parce qu'il se dit « je vais peut-être tomber dans le travers de cet adversaire ». Alors, vous avez donc ce constat-là, zéro sur le degré politique, on est d'accord. Le saucissonnage de 2 minutes en 2 minutes, alors qui est bien pour essayer de respecter un minimum d'ordre, mais personne ne dit rien. Et puis, un modérateur dont on aurait aimé presque qu'il soit, lui, l'animateur plus intervenant du débat et surtout qu'il puisse corriger le nombre de contre-vérités, pour ne dire que ça, qui ont été proférées ce soir. Là, c'est un problème de vérification. C'est que vous avez... alors, on va dire sans parti pris que Joe Biden a prêté moins le flanc à ça parce qu'il s'est moins engagé sur quantité de choses. Donc, en disant moins, on évite plus de mensonges. Mais de l'autre côté, sur les produits manufacturés, sur la fiscalité, sur l'armée, pour ne prendre que ces 3 sujets, que de mensonges. Et là, vous avez un modérateur qui manifestement aurait la capacité de dire ça c'est faux, ça c'est inexact, et qui ne peut pas. Donc, à la fois le degré zéro du discours politique et une organisation tellement cadenassée que finalement on en oublie à la fois le contenu et sa véracité. Alors, un débat particulièrement frustrant, on l'imagine, pour tous ces électeurs américains, avec beaucoup de passes d'armes et d'explications, de mise au point, notamment sur ce qui concerne la feuille d'imposition de Donald Trump. Retour. J'ai payé des millions de dollars d'impôts. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Avant d'arriver ici, j'étais un entrepreneur, un homme d'affaires qui respectait les lois. Comme tout chef d'entreprise, nous analysons les lois. C'est comme ça que ça se passe. C'est lui qui nous a donné une loi qui nous permettait tous ces privilèges, de dévalorisation, d'optimisation, avec des crédits d'impôt pour des hôtels sur Pennsylvania Avenue. Ça m'a été donné par l'administration Obama. C'est incroyable. Il paye moins d'impôts qu'un enseignant. Il se dit intelligent et qu'il arrive à profiter des règles fiscales. Et c'est ce qu'il fait. Il profite des règles fiscales avantageuses. Et je veux supprimer ces règles avantageuses. Et on va aller à Washington retrouver Benjamin Haddad. Rebonjour, directeur de la Future Europe Initiative, membre du think tank Atlantic Council. On vient d'écouter cette passe d'armes entre Donald Trump et Joe Biden sur cette feuille d'imposition que finalement Donald Trump a promis de montrer. Et on a un peu l'impression que ça fait bis repetita avec ce qui s'était passé en 2016 avec Hillary Clinton. Oui, en effet, c'est pour ça qu'il est peu probable que ce soit un sujet qui bouge énormément d'électeurs. C'est-à-dire que si vous étiez choqué par ce genre de sujet, par l'opacité de Donald Trump sur ses finances personnelles et le fait qu'il a probablement échappé aux impôts depuis des années, vous auriez été choqué déjà en 2016, en 2017, en 2018. Donc on voit effectivement le New York Times qui a fait cette révélation dans une enquête très détaillée il y a 2 jours. Évidemment, ce n'est pas par hasard que ça sorte juste avant le débat, mais finalement, je pense que ça aura assez peu d'impact, en particulier sur l'électorat de Trump qui reste soudé autour de lui. La question, c'est évidemment de savoir s'il est capable d'élargir sa base, d'aller parler à des indépendants et des modérés. Je ne crois pas que ce débat ce soir l'ait aidé. Non pas qu'il sorte forcément affaibli de ces débats, il a été combatif, il a été énergique, il a démarré d'ailleurs assez fort, il a beaucoup attaqué, il a beaucoup interrompu Joe Biden, il a clairement essayé de le déstabiliser, de prendre le contrôle du débat, mais fondamentalement, l'image qui a été donnée, c'est une image assez médiocre. C'est un débat qui a été mal modéré. Chris Wallace, qui est pourtant un journaliste réputé aux États-Unis, a perdu le contrôle des 2 candidats. Il y a eu énormément d'interruptions, énormément d'insultes personnelles. Donald Trump qui est allé sur le terrain, évidemment, des attaques personnelles en insistant sur le fils de Joe Biden, Hunter Biden, et
les polémiques sur ses liens éventuellement avec l'Ukraine, voire la Russie et la Chine. On a eu un peu de fond, mais assez peu. Et on a eu quand même une dernière séquence, je dirais, assez inquiétante sur la question de la légitimité du scrutin et de la reconnaissance par Donald Trump des votes par courrier. Donc globalement, et je suis en ce moment en train de regarder sur Twitter les réactions des uns et des autres, à la fois des commentateurs républicains et démocrates, il y a un point de consensus, c'est la médiocrité de la conversation qui a eu lieu ce soir. Je suis certain que les deux camps se sentent relativement renforcés. Donald Trump était combatif, Joe Biden n'a pas été trop déstabilisé, n'est pas sorti de ses gonds. Donc au final, plutôt match nul. Si évidemment on va vérifier, faire du fact-checking des uns et des autres, je pense qu'on verra beaucoup plus de mensonges ou d'inexactitudes de la part de Donald Trump. Mais je ne crois pas que c'est un sondage qui bougera beaucoup les lignes, mais il continuera de renforcer le désaveu et le discrédit auprès de nombreux Américains de leur classe politique. Alors, Benjamin Haddad, il y a tout de même, même si ce débat ne va pas changer les choses, il y a tout de même ces 3% d'indécis, hein, c'est ce qu'on lit dans les journaux. En fait, c'est un chiffre historiquement bas. Comment, en fait, ces indécis vont-ils se décider si ce n'est pas, en fait, sur ces débats présidentiels, pour la présidentielle? Alors, c'est vrai, vous avez raison, les débats vont jouer à la fois pour les indécis et évidemment les dernières semaines de campagne joueront, il y a ce que les commentateurs américains appelaient la surprise d'octobre. Rappelez-vous, la dernière fois, le directeur du FBI, James Comey, avait rouvert l'enquête sur les emails d'Hillary Clinton à peu près 10 jours avant l'élection et ça avait eu un impact très négatif sur la fin de la campagne d'Hillary Clinton. Donc les dernières semaines, et ce qui peut se passer à la fois lié au Covid ou à l'actualité internationale, peut jouer. Un autre enjeu, c'est évidemment donc la mobilisation de la base, c'est faire en sorte que chaque candidat puisse galvaniser ses électeurs et qu'ils se déplacent en particulier dans les États clés, dans les États qui vont jouer l'élection, c'est 5 ou 6 États dans le Nord, le Michigan, le Wisconsin, l'Ohio, mais aussi des États comme la Floride. Et c'est pour ça que l'une des lignes d'attaque de Donald Trump ce soir, c'est d'essayer de mettre en porte-à-faux Joe Biden avec la base de gauche, l'extrême gauche, Bernie Sanders. Il a essayé d'aiguiser les contradictions, de pousser Joe Biden à désavouer Bernie Sanders, à désavouer le Green New Deal qui avait été poussé par Alexandria Ocasio-Cortez à la Chambre des représentants. Il essaie d'éroder la base et de faire perdre la motivation des électeurs de gauche de Joe Biden. Je pense que c'était vraiment l'une de ses stratégies ce soir pour enfoncer un coin dans la base de Joe Biden. Mais une fois de plus, je crois que le rejet de Donald Trump, de sa personnalité et de sa politique sera probablement suffisamment motivant pour cette base le jour de l'élection. Merci beaucoup, Benjamin Haddad. Gauthier Rybinski, alors il y a donc... Benjamin Haddad vient de le dire, hein, Donald Trump a essayé de galvaniser sa base. Il a défendu son bilan, le libéralisme économique contre Joe Biden qui, lui, veut tout fermer, veut fermer le pays, en fait, face à la pandémie. Il veut tout détruire, a-t-il dit, et il accuse aussi, hein, il l'a dit plusieurs fois, Joe Biden d'être aux mains de la gauche radicale. Vous avez vu, c'est l'inverse quand même, parce que quand Donald Trump dit « moi, j'ouvre le pays », oui, il l'ouvre en entamant une guerre commerciale avec la Chine. Il l'ouvre en érigeant des barrières douanières vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis d'autres. Il rompt les accords de l'ALENA qui sont des accords de libre-échange. Donc le libre-échangiste n'est pas celui qu'on croit dans l'affaire. Primo. Quand on parle ensuite de la gauche radicale, quelle est-elle aux États-Unis? C'est effectivement cette génération qu'on a vue éclore à l'occasion des élections de mi-mandat et qui emporte l'enthousiasme d'un certain nombre d'électeurs américains. D'abord parce que, apparemment, ces représentants sont des gens brillants, hein, et qu'ils ont un certain allant. Maintenant, il faut bien voir ce que cette gauche affirme et ce qu'elle représente. Et c'est pour ça que Joe Biden y va de manière très modérée, parce que non seulement, effectivement, il peut tomber sous le coup de la critique de Donald Trump, mais parce qu'aussi, il peut se faire piéger par une certaine attitude et certaines revendications de cette gauche. Je m'explique. Mais il en a besoin. Oui, il en a besoin, mais si vous voulez, quand lui, par exemple, de manière traditionnelle, dit « bon ben voilà, je veux que les citoyens noirs et les autres soient à égalité, etc. » chose
qu'il professe depuis longtemps, mais qu'il n'a pas forcément contribué à réaliser. Mais quand il dit ça, c'est à l'inverse de ce que veut la gauche identitaire américaine, qui, elle, est très focalisée sur le fait que des groupes doivent être soutenus, non pas des individus, mais des groupes, des communautés. Il y a donc, on pourrait en parler pendant des heures, mais il y a donc un phénomène communautariste à gauche, et qui n'est pas du tout en accord avec ce que Joe Biden, au moins, revendique, et ce qu'il revendique pour attirer un électorat. Donc vous voyez que cette affaire de gauche radicale, évidemment que c'est du pain béni pour Trump. À chaque fois, il dévie sur cette gauche-là, ce qui lui permet, lui, de ne pas se prononcer sur ses choix, qui sont les choix de l'extrême droite, et des suprémacistes, entre autres. Vous voyez, ça sert de dérivatif. Pour le reste, on verra comment l'électorat se comporte. L'électorat de gauche, vraiment, ne peut pas rater cette occasion de chasser Trump, si possible. Merci beaucoup Gauthier Rybinski. Vous avez le mot de la fin, car c'est la fin de cette édition spéciale consacrée à ce premier débat présidentiel entre Donald Trump et Joe Biden. On marque juste une courte pause et on fait le point dans notre prochain journal dans un instant. À tout de suite.